Ouais, on va commencer ça. Ça fait une demi-heure qu'on se jase, Ah pas ouais? qu'on se dit Qu'on plein d'affaires qu'on n'est pas supposé se dire ouais, qu'on parle de nos en jardins. ondes. Ouais, tellement pas. Mais mon jardin, il est malade en ce moment, pour vrai. Là. Mon jardin est écœurant, puis là, à tous les jours, je vais voir mon jardin, puis je suis content. Puis là, mes nouvelles affaires que j'essaye, ils vont bien. Puis là, je suis comme, oh shit, OK, je vais avoir des radis, je vais avoir des carottes. Prend pas Ouais. grand-chose à rendre quelqu'un heureux hein, pendant la pandémie. Ben, je te dirais que ça prend beaucoup d'affaires, mais le jardin, ça fait du bien. Ça fait que t'oublies le reste. Genre. Hey, non, mais je te jure, j'ai deux amis qui sont plus capables de se parler parce qu'il y a eu une guerre de jardin entre les deux. C'était qui avait pas la plus belle serre, puis qui avait pas qui faisait pas pousser les affaires les plus fancy puis tout. Et puis tu sais, c'est des amis depuis la polyvalente. J'ai 35 ans, ils ont mon âge. Ils ont arrêté de se parler, puis c'est vraiment là, Faf, arrête de faire des jokes sur nos pauses, ça va plus, on s'est pogné. Vous êtes pogné pourquoi? Ben là, il a ri de mon jardin, le tabarnak, puis ben voyons donc, toi! Est-ce que tu chicanes du cercle des fermières? Genre, ton crochet, il est pas assez beau, puis tes foulards sont laids, là. C'est clairement... est-ce que c'est merveilleux? Ah non. C'est l'enfer, pis tu sais, c'est des gars de. Tu sais, je viens de la Beauce, fait que tu sais, c'est des gars de moteur, de trucs de même, pis je trouve ça tellement. Tu sais, ils sont même pas pognés sur le char, non. Le fucking jardin, c'est merveilleux. Ah, j'adore ça. Mais je trouve ça... Moi, pour vrai, le jardinage, là, c'est la vie, là. C'est comme... Ça fait tellement du bien, là. C'est... Je sais pas comment l'expliquer, man. C'est... Je sais pas, ça va à la vitesse que ça va. On dirait que ça aide à lâcher prise, ça aide à faire plein d'affaires de... Juste, tu donnes les conditions que tu peux lui donner, puis ça va pousser, puis la vie va faire son chemin, puis tu contrôles pas ça, puis t'es récompensé à la fin de tout ça. Il y Mais a ça quelque chose vaut-tu de beau. vraiment la peine? Tu sais, si tu parles là, en pourcentage de des légumes que tu vas manger, es-tu capable de dire combien vont venir de ton jardin, combien que t'as acheté à l'épicerie? Ah, ben, à l'année longue, c'est sûr que non. Là, moi, j'ai un troisième étage de triplex là, sur mon Ouais. balcon. Là, j'ai quand même un balcon qui me permet de faire ça parce qu'il est fait sur le long. C'est comme une passerelle. Là. Fait que j'ai quand même plus d'espace. Puis je me suis bâti genre des bacs à fleurs qui font que je peux planter un peu partout puis accrocher des affaires dans les airs. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons l'année passée, les tomates, je n'ai pas manqué de l'été. Puis j'ai pas manqué de piment vert de l'été non plus. Puis c'est ça. C'était pas mal les deux affaires sur lesquelles je focusais parce que je commençais. Là. T'as-tu fait de la sauce à spag avec tes propres légumes? Ah, ça, je sais même pas comment faire ça avec des légumes d'épicerie. Là. Genre, je suis pas cette personne-là. Là. Tu sais, moi, c'est juste le processus de faire pousser que j'aime. Ok. Puis de faire comme, hey, genre, ça existait pas. Puis là, ça existe. Puis je m'en suis occupé. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve ça vraiment le fun. Mais j'ai pas d'aspiration survivaliste, là, de genre, je suis autonome. Puis je vais tout vous. Parce que c'est ça pareil. Là, tu sais, je le disais dans le show que j'ai capté. Tu sais, j'étais tout fier de me dire, ah là, j'ai des légumes, puis tout. Puis finalement, à la fin de l'été, je fais Chris, j'ai travaillé 4 mois sur un plateau de crudité. Là. Tu sais, puis tu fais. C'est ça pareil, là. Ah oui. Mais En bon, c'est encore pire parce que moi, les plus gros souvenirs que j'ai des jardins, c'est ma mère qui passe un temps fou dans son jardin pour toutes se faire bouffer par un chevreuil. hmm, Ou. la gestion d'écureuils, là j'ai de la cage à poules cette année là, pour comme essayer d'enrober ça. Gestion d'écureuil. Ben ouais, mais c'est ça, nous autres, là, à Montréal. C'est tous des hosties d'écureuils qui viennent sur nos balcons. Ben, tu sais, t'es au troisième, il n'y aura pas quelqu'un qui va escalader pour te voler des affaires, là. Mais En y a tout cas. Ben non, mais les écureuils, eux autres, ils se promènent ces fils Ouais. électriques. Ça, Non, là, c'est une autoroute pour eux autres, là. Genre, c'est vraiment, on leur a créé un réseau de transport pour aller sur les balcons de tout le monde. Là. Ils sont tellement bien, les écureuils. Là. Genre, autant que je les aime, autant que je les haïs. Là. moi, j'ai appris à me familiariser avec de quoi que je savais pas. Parce que pendant la pandémie, moi et ma copine, on a décidé de se louer une cabane à sucre, de se couper du monde ordinaire, du monde normal, puis de vivre là. Puis j'ai appris à vivre avec les fourmis. Ah ouais? Ouais, j'ai tout appris le processus de ça, puis... tabarnache. Ça C'est marchait comme... pas? Ben, on a fini par s'en débarrasser, c'était des charpentières en plus. Fait OK. que ça mange l'intérieur de ton mur, puis ça te dit Hey, on aimerait ça que ta maison, ça quelqu'un sur le côté à Londres, si t'en occupes Ouais. pas. Puis, non, il a fallu qu'on fasse venir un exterminateur. Là, puis, tu sais, l'exterminateur, le pub, là, c'est tout le temps nous autres, là, ça va être magique, là, on va venir, puis ça va être débarrassé. Puis là, ils viennent, puis ils disent Hey, des fourmis, tu peux pas te débarrasser ça de même, hein. Tu vas peut-être en avoir, ça se peut qu'on vienne 4, 5, 6, 7, 8 fois. Là.
Christ un peu, puis ça disait que c'était magique, mon gars, là. Ouais. Ouais, en tout cas. Mais là, regarde, je m'en suis débarrassé. Ben, ça, c'est cool. Là. Puis là, c'est quoi, l'érablière? T'as-tu fait ton sirop d'érable puis tout? C'était-tu ça l'objectif? Pas en tout. Non, justement, on pourrait pas habiter ici dans le temps des sucres, mais là, vu qu'elle est habitable à l'année quand même, là, mais vu que les autres, ils vivent pas dedans en dehors de la saison des sucres, on est juste venu ici pour s'en aller j'allais dire de la ville. Moi, j'habitais dans un village, mais quand même, tu sais, j'ai pas de voisins 3 km par là puis 5 km par là, fait que... Ah, c'est hot. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, mais y est-tu arrivé d'autres affaires? Il faut faire attention aux ours ici, là. Ah ouais, hein? Oui, il y a des cavernes sur la terre où que je vis, puis il y a des ours dans les cavernes, là, fait que faut pas leur donner le goût de venir manger tes vidanges, admettons, là. Ah, faut pas qu'ils manquent de bouffe où est-ce qu'ils sont, là, parce que sinon, Ouais. ils s'aventurent puis ils débarquent, là. Ben, c'est où cette semaine? J'ai vu ça, il y avait un bébé orignal à Québec, je pense. Ouais, qui se promenait. Qui se promenait, puis ils l'ont abattu parce que c'est plus simple de l'abattre que de le faire rentrer dans quelque chose et d'aller le relâcher à quelque part, là, tu sais. Regarde, je travaille pas pour la faune, fait que... puis, Ben, c'est ça, je connais pas leur réalité non plus, là, mais... je suis pas j'ai pas l'air de ça, mais je suis pas un super spécialiste du plein air non plus, là, tu sais. T'as l'air de quoi, Faf? Ouais, c'est vrai que je t'ai pas présenté en audio, mais Faf, Bonjour. Pierre-Luc Grenier. Pierre-Luc Grenier, alias Faf pour Fafouin, l'humoriste, et non pas Faf pour France aux Français, qui est un mouvement d'extrême droite en France. Pour vrai? Ah, j'ai découvert ça parce que j'ai une couple d'amis de France qui font des Twitch, puis là, j'allais leur dire bonjour avec mon nom Faf humoriste, puis là, il dit « Ah non, pas de fachou ici. » Ah, wow! Ouais, puis là, je me suis fait expliquer ça. Faf veut dire France aux Français, qui est un mouvement d'extrême droite. Fait que là, ça fait au tabarnak. Tu sais, moi, ça vient de Fafouin, qui est le nom d'un l'idiot du village, comme d'un clown. Là. T'as Pascaro qui a sorti un album Pascaro avec Fafouin. Là. Ça vient un peu de là. Je me fais appeler même depuis Ch'ticu. Fait que j'ai fait, oh, Christy. Fait que si j'ai qu'à aller en France, je pense que je vais changer mon nom pour Fafou. Ou quelque chose de même. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Mon Dieu. Puis en plus, avec ton style qui est trash, puis le monde qui comprenne pas nécessairement ce que tu fais. Là, si en plus t'as le nom d'un groupe d'extrême droite français, c'est comme, on dirait que ça colle encore plus à ton aura de... Ça, ce gars-là, c'est un déchet. Tu sais, le pire, un de mes... tu sais, quand on parle humour, on se donne tout le temps, bon, je vais mettre telle balise, là, genre, je veux pas aller là. Puis, tu sais, une des balises que je m'étais dit, c'est jamais, jamais, jamais avoir de message dans mes jokes. Pas parce que je respecte pas ceux-là qui en font, mais c'est juste que je trouve qu'il y en a beaucoup qui le font puis qui le font 50. Je veux pas à me lancer dans un débat pour avoir à débattre sur des sujets politiques. J'aime pas ça. Ouais. Fait que j'ai aucun message politique en plus dans mes jokes. Là, t'apprends que mon Chris Zedon est peut-être associé. En tout cas, je suis même pas sûr si c'est en France, peut-être juste en Belgique aussi. Là. Même si c'est France au français, là, un faf, je pense plus une expression belge que. Mais en tout cas, là, si t'as des auditeurs qui viennent de ces pays-là, ils pourront le dire aussi. Là. Ouais, mais écoute, c'est merveilleux ça. Mais je comprends ton affaire de ne pas avoir de message. Moi, c'est un combat que j'ai depuis le début de ma carrière, en fait, avec ce que je fais, depuis que je cherche mon style, puis que je cherche qu'est-ce que je veux dire vraiment, puis je suis qui, puis parce que je peux être pas mal n'importe quoi. Je suis capable d'écrire caméléon pour tout le monde. Fait que, à un moment donné, tu finis par faire, ouais, mais moi, je suis qui, je suis quoi, tu sais. Puis là, tu te ramasses avec des trucs où tu passes des messages, puis t'es comme, ouais, mais je trouve ça drôle, mon affaire, mais là, il y a un message dedans, puis là, il y a des journées où tu t'en vas faire un number, puis là, tu fais, mais j'ai pas le goût d'être ce gars-là qui dit, ah, tu devrais faire ça. Fait que là, tu fais, ah, je veux juste être niaiseux, puis t'es comme, ouais, mais il n'y a rien de niaiseux qui sort ces temps-ci, tout me met en crise. Fait que j'ai juste le goût d'écrire sur des affaires qui me fâchent, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, mais là, je veux pas être lourd, je veux être. Fait que là, c'est ça, c'est comme un genre de. Moi non plus, j'embarque pas dans la politique. C'est l'affaire que ça m'intéresse pas. Il n'y a rien qui me fait plus chier que la politique. Je vois pas la politique, je vois les humains derrière qui sont juste en quête de pouvoir, puis qui vont dire n'importe quoi que le monde pense juste pour avoir de l'attention. Il y a ça aussi dans le monde artistique, là. Puis il me tape ses nerfs aussi de la même façon. Là. Le vent, ça va par là, on dit tout ça, puis là, je suis comme... Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis tu sais, moi, qu'est-ce que je rajouterais par rapport à la politique, c'est que, tu sais, selon moi, la gauche puis la droite veulent la même affaire, mais ils la veulent juste pas de la même manière. Fait que je vois pas pourquoi qu'on s'entre-déchirait pour ces petits détails-là, tu sais... Par où on va passer pour se rendre à la même place. Là. Ouais, puis je veux pas parler de
Ben, regarde, je vais le dire mon exemple, là. Au pire, je me crisserai dans le mal, puis je m'en sortirai après. Mais, tu sais, dans les années 50, 60, 70, si tu faisais un coming puis tu disais que tu étais homosexuel, le monde te checkait d'une certaine façon, puis là, tu devenais stigmatisé, puis tout. Là, je veux pas comparer ce combat-là qui est pas là. Il y a encore de l'homophobie aujourd'hui, là, c'est pas ça le problème. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu dis que t'es gauche ou t'es droite, puis là, tout le monde te vient qu'à te regarder d'une certaine façon. Puis ça, je trouve ça tellement niaiseux. Là. C'est comme. Concrètement, ça veut dire quoi? À toutes les 4 ans, tu vas faire un crochet? Ouais. Puis tu sais, en plus, que je sois de gauche ou de droite ou peu importe, je veux que tu te dises comment que je vote. Moi, je suis un gars qui vote pour le gars qui pense qu'il va faire la meilleure job pour son comté. Je check même pas le parti. Ah ouais, hein? Fait que je pense de telle ou telle façon, ça change quoi en bout de compte, là? Ouais. Tu sais, Ouais, je comprends l'extrémisme, je comprends qu'on veut pas aller vers là, puis tout. Puis, tu sais, moi, personnellement, mon avis, puis je dis pas que c'est le meilleur des opinions, mais c'est juste mon opinion sur les extrémistes, c'est j'aime mieux les voir publiquement pour savoir c'est qui le fasse à cachette, puis qui ressortent. Tu sais, j'aimais mieux quand la meute était visible, puis qu'on était capable de voir qu'est-ce qu'ils font, que là, depuis 3 ans, qu'on sait plus trop qu'est-ce qu'ils font, puis on se demande s'il sortira pas un attentat parce qu'ils ont tant underground. C'est mon opinion, je te dis pas que c'est la meilleure, puis il y a peut-être du monde qui vont te dire en terroriste, cette affaire de même, c'est mieux décaché. Je le sais pas, je te dis juste, c'est mon opinion à moi. Fait que. Non, mais je pense que je penche de ton bord, honnêtement, là-dessus, dans le sens où, tu sais, je veux savoir son où, tu sais, puis la meute, il y en a beaucoup qui sont recyclés dans le mouvement conspirationniste, là. Il y en a plein qui sont, tu sais, qui sont allés là, qui étaient des gros acteurs majeurs dans la meute. Parce que QAnon n'était juste pas populaire au Québec dans ce temps-là, ici. Genre, tu sais, puis. Mais c'est correct aussi. Moi, j'ai toujours eu une vue très libre de. On a besoin des extrémistes, même ceux qu'on n'est pas d'accord avec eux autres. Tu sais, on a besoin de celui qui crie trop fort pour quelque chose que tu es comme, là, t'exagères, juste pour qu'éventuellement, on le ramène un peu plus bas, puis qu'on le nuance, puis qu'on ait de quoi qui est plus raisonnable, puis qu'on fasse un petit pas par en avant. Tu sais. Non, puis faut pas. Comment je pourrais dire ça? C'est. Même les conspirationnistes, à la limite, tu sais, juste l'exemple qui est quand même un exemple récent, tu sais, qui arrêtait pas d'accuser Bill Gates de complot satanique, pédophile, puis blablabla. Tu sais, on s'entend, c'est hurlu-berlu, là, cette affaire-là. Sauf que là, quand ils sortent une histoire que Bill Gates vient de se séparer avec sa femme, puis tu te rends compte qu'il y aurait peut-être un lien avec Jeffrey Epstein. Là, tu dis, oh tabarnak. Puis, tu sais, je suis pas en train de te dire que les conspirationnistes ont raison, c'est pour ça que je suis en train de te dire pas tout. Je suis juste en train de te dire que, tu sais, on le sait pas non plus, là. Leur défaut, c'est pas d'être sceptique. Leur défaut, c'est de sauter aux conclusions. C'est ça. Fait que le réflexe, je respecte le réflexe de questionner tout. Je respecte pas le bout où ils n'acceptent pas quand c'est pas assez concluant de faire ah, ben ça, on le sait pas, puis de s'arrêter là. Donc, fait que, tu sais, ils vont sauter le gap de. Non, ben, ils vont inventer des liens juste parce qu'ils veulent pouvoir se rendre à leur conclusion. C'est ce bout-là que je respecte pas. C'est le biais de confirmation. Faut juste. C'est ça le problème, c'est qu'eux autres marchent avec un biais de confirmation. Tu sais, c'est sûr et certain que si tu arrives avec une thèse, puis que tu cherches juste des affaires pour prouver ta thèse, puis tu te caliques du qu'est-ce qui dit que ta thèse est de la merde. C'est pas de même que ça marche, la science. Là. La science, c'est un débat d'idées, puis il faut que tu acceptes toutes les opinions d'un bord puis de l'autre. C'est ça le problème des conspirationnistes. Ils ne marchent que par le biais de confirmation. Ils veulent avoir raison pour avoir raison. Fait que, puis en plus, du côté de la science, le problème, c'est qu'eux autres, ils vont se dire, plus que tu connais d'affaires, plus que tu te rends compte que tu connais pas d'affaires, donc plus que tu deviens sceptique, plus que tu te remets en question. Puis eux autres qui essaient de débattre avec du monde qu'eux autres sont convaincus qu'ils ont raison. Fait que, il y en a un qui cherche la vraie vérité, la vraie bonne réponse, puis il y en a un qui cherche à avoir raison. Ouais. Puis ça c'est là que c'est dangereux, parce que justement, il y a beaucoup d'orgueil là-dedans. Tu sais. Fait qu'il faut que tu vois qu'est-ce que tu valorises plus. Est-ce que c'est la vraie réponse ou juste avoir raison? Puis pour moi, ben, avoir tort, c'est bon parce que tu finis par avoir raison au final. Là. Tu vas avoir une nouvelle bonne réponse puis tu avances pour vrai, mais juste vouloir avoir raison, ben, c'est parce que tu fais du surplace, puis c'est plus de l'ego que réellement, genre, des connaissances que tu développes puis que tu pousses. T'sais. Fait que ça, j'essaie d'être. Tu sais, j'ai fait des jokes et conspirationnistes comme tout le monde, mais j'ai beaucoup plus de
beaucoup plus d'empathie que ce que je vais montrer dans ce que j'écris, mettons, sur eux autres. Parce que je vais aller dans les exagérations. Ouais. Puis On a vécu tellement de quoi qu'on pensait jamais vivre de notre vie que je peux comprendre du monde de savoir tourner vers ces options-là parce qu'ils trouvent un réconfort, veut pas, eux autres là-dedans. Il y en a que c'est de la drogue, il y en a que c'est les conspirationnistes. Parce que si tu trouves que les mesures sanitaires, c'est de la merde, tu vas écouter. Puis il y a un gars qui te dit Hey, j'ai fait mes recherches pour me dire pourquoi que les mesures sanitaires, c'est de la merde. C'est normal que tu trouves un réconfort là-dedans. Puis tu sais, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a 2 jobs, qui a 3 enfants, puis qui arrive chez lui le soir, puis qui a peut-être juste 15 minutes à consacrer aux nouvelles, puis tout, de se laisser berner par une affaire de même. Là, ils ont des vies, tu sais, puis eux et tout le monde là, ont des vies qui n'ont pas de bon sens. Tu étais à la course tout le temps, je veux dire. Ça, tu vois, c'est de quoi que je reproche à un peu plus la gauche, de les plus jeunes, je te dirais, là, qui est pas mal mon équipe, en fait. Là. Moi, je pense que je suis au centre pas mal. Là. Mais tu sais, tous ceux là, qui sont comme les jeunes qui sont très, très progressistes sur tout, puis qui se mettent à chier sur tout le monde parce qu'ils font pas les affaires parfaitement. Puis c'est ça que je leur reproche de ouais, mais t'as aucune idée encore c'est quoi la vraie vie du Québécois moyen. C'est de courir après ton temps, de courir après tes journées, de te lever fucking tôt, faire les lunchs pour les enfants, l'élever, t'ostiner parce qu'il ne veut pas mettre ses bottes, l'envoyer à l'école, partir, revenir, avoir genre 15 minutes pour souper. Puis après ça, il te reste 1 heure devant la TV à juste à rien faire, puis tu te couches. Il y a nulle part là-dedans où tu es comme bon, je suis pas en état d'urgence. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde et tout ça? Tu peux pas leur en vouloir de ne pas tout appliquer à la lettre puis d'être parfait là-dedans. Quand toi, mettons, tu as 20 ans, tu es rempli d'espoir, mais tu n'as aucune responsabilité puis tu n'as aucun fardeau financier, tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as pas de. Ça ne veut pas dire que tes idées ne sont pas bonnes, mais il faut que tu comprennes pourquoi ça avance pas aussi vite que tu voudrais parce que la réalité de la vie est beaucoup plus dure que ce que toi, tu vis à ce moment-là. Puis je pense qu'il est là. C'est pour ça qu'il y a un shift à un moment donné de beaucoup de monde à gauche quand ils sont jeunes qui finissent par être à droite en vieillissant. Là. Winston Churchill a déjà dit à 20 ans, t'es communiste parce que t'as un cœur et à 40 ans, t'es capitaliste parce que t'as une tête. Ouais, mais je pense que je comprends. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut vraiment. Mais je te dirais, moi, tant que le monde s'informe un peu, là, de la bonne manière, ça serait peut-être la seule chose que je voudrais peut-être un peu pousser, pas dans mes jokes que je parle. Tu sais, je ramène ça un peu au débat que tu parles, que tu disais que tu voulais pas avoir de politique tant que ça dans tes jokes. C'est qu'aussi, quand tu commences à avoir des messages, peut être porteur de messages, on l'a vu avec le MeToo, on l'a vu avec toutes sortes d'histoires, que c'est tough pour que les babines suivent ce que tu dis. Genre, à un moment donné, ça devient I do what I say, not what I do. Je suis très bon en anglais, comme tu peux voir. Il y a beaucoup d'hypocrisie, effectivement, dans ces affaires-là. Tu sais, je me suis fait accuser, je n'irai pas trop loin là-dedans, mais je me suis fait accuser de tout puis de rien dernièrement à cause de mon humour par du monde. Puis quand j'ai creusé ce monde-là, je me suis rendu compte, tabarnache. Vous êtes, dans votre vie privée, vous n'êtes pas à mancher pour. Fait que c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, t'es tout souvent de pas avoir de message rendu là. Ben, ouais. Moi, personnellement, je veux pas. Je respecte totalement le monde qui le font. Je vous lève mon chapeau, mais moi, c'est juste une pression que je veux pas me mettre. Ben, moi, ce dont genre, je suis pas fan, c'est que j'ai l'impression, c'est la démarche d'avoir le message. J'ai l'impression qu'il est plus basé sur le désir de bâtir un following en disant quelque chose qui va rassembler une base qui pense comme toi, que de prôner ces messages-là réellement par désir de changement puis d'un monde meilleur. T'sais. Puis moi, c'est plus ça que je vois partout, c'est l'hypocrisie de il y a plein de monde qui pense ça, je vais dire ça pour aller chercher ce monde-là. Ben, c'est ça qui me gosse, tu sais. Parlons-en dans l'histoire du MeToo. L'histoire du MeToo, quand c'est sorti, il y a du monde qui se sont mis les défenseurs et des défenseurs au féminin. Je pense que c'est défendresse. Des défenseurs et des défendresses de la victime de viol. Puis tu te rends compte, puis ces défenseurs et défendresses-là, plus tard, le nom a sorti. Ouais, ouais. Ben, j'avais lu un terme que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle du narcissisme communal en anglais. Là, je sais pas si c'était, dans le fond, ce que tu veux, c'est avoir l'air du sauveur.
C'est ça que tu vas avoir comme image. Tu veux toujours avoir l'air d'être la personne. Fait que, évidemment, c'est pas tout le monde, il ne faut pas généraliser. Non. Que mais il y a certains individus qui ont ce tempérament-là de il y a une cause, il y a la veuve, l'orphelin. Ils prennent tout ça sur eux autres pour avoir l'air d'être genre la personne qui va sauver le monde puis qui est avec les meilleures vertus, tu sais. Parce que ça vient avec une espèce d'aura de wow, tu sais, t'es vraiment comme une bonne personne puis tout ça, mais que derrière le rideau, tu réalises que c'est des tas de merde, là. Il y en a de ça, tu sais. Il y a des pommes pourrites dans tous les cercles, c'est ça le problème. Le meilleur exemple que je peux pas te donner, quand je travaillais en éducation spécialisée en déficience intellectuelle, OK? T'as pas aidé le nombre d'éducateurs qui mettaient en place, tu sais, genre, aux réunions, le disaient, hey, là, faut faire ça, faut faire ça. Puis là, nous autres, en tant qu'éducateurs, notre tâche de travail devenait tellement plus difficile à cause de ça. OK. Puis là, ça jugeait parce qu'on remettait les affaires en question. On me dit, pensez au bien-être du client là-dedans qui a une déficience intellectuelle. Puis là, tu sais, moi, dans ma tête, je disais, toi, mais lui, c'est pas ça. Tu peux pas te mettre à sa place. Lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est manger. Il y a certains clients que ce qu'ils veulent, c'est manger pour pas se faire écœurer puis vivre la vie le plus paisiblement possible. Ils veulent pas sortir, se promener au centre d'achat parce qu'ils se désorganisent tout le temps. Mais là, non, faut qu'on. Puis, il était virtueux tout. Puis tout le monde dans ces organismes-là, qui sont les plus, on va faire ci, puis on va faire ça, c'était jamais ceux-là qui avaient à travailler pour les imposer, ou si c'était eux autres qui avaient à le faire, ben, ils se trouvaient tout le temps une raison pour se défiler pour le faire. Ouais. C'est exactement un exemple de ça. C'est comme un exemple, Bono qui vient faire un discours de YouTube, qui vient faire un discours à Toronto sur l'environnement, qui oublie ses lunettes de soleil, qui envoie son jet privé aller-retour à Londres pour aller les chercher. Ouais. C'est ça qui m'écoeure, moi. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve difficile. Puis il y en a plein là-dedans qui vivent, que je connais, qui vivent par rapport à ces principes-là, puis qui les appliquent pour vrai. Fait que tout ça, c'est super louable. Mais il y en a plein aussi qui sont plus comme ça, c'est à la mode en ce moment, fait que je vais être ça. T'sais. Puis je trouve ça vraiment difficile à négocier. Puis c'est un combat que j'ai eu à négocier toute ma carrière de j'embarque-tu dans ce train-là ou non? Ou, tu sais, je veux dire, le MeToo puis tout ça, j'étais comme. Je trouvais ça terrible de savoir tout ce que le monde pouvait vivre. Parce que moi, honnêtement, j'étais plus d'imparté. Fait que, tu sais, je buvais plus. Fait que je le voyais pas quand ça se passait, là, tu sais, ces affaires-là. Fait que ça m'a comme vraiment frappé puis troublé. Mais je voulais pas commencer à juste chier sur tout le monde puis essayer de faire des longs posts Facebook pour rassembler tout le monde. Puis j'étais comme, vous le savez que c'est terrible, tu sais. J'ai pas à rajouter une voix là-dedans. Puis tu sais, si t'es un gars, là, on va te dire, ben là, ferme ta gueule, c'est aux filles de parler. Puis là, tu fais, oui. Puis moi, je vais me dire, hey, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est vrai que ma gueule, dans le fond, tu sais, c'est aux filles de s'exprimer. T'as bien raison, aussi. Puis là, tu t'exprimes pas, puis quelqu'un qui va faire comme Chris, parle, il faudrait que tu t'exprimes, puis ça, puis t'es comme, ouais, mais là, on va me chier dessus des deux bords, là. Moi, je veux. Tu sais, la bonne réponse, on dirait qu'elle n'existe même plus. Tu sais, je trouve ça terrible, mais si tu me dis ferme ta gueule, parle-en pas parce que c'est pas à toi de prendre la parole, je vais être d'accord avec toi. Puis si tu me dis ben, tu devrais parler pour justement conscientiser le monde, je vais faire ben c'est vrai que ça pourrait être bon que je parle, mais là, tu viens que je sais pas quoi faire. Tu sais. Fait que tu viens juste comme. C'est un catch-22, t'es comme pogné des deux bords. Dans mes fidous, dans mes foudons. Mais ouais. quand il y a eu les attentats du World Trade Center, George Bush, pas longtemps après, George W. Bush, a dit You're with us or you're against us. La vie marche pas de même. Tu peux. Ouais. Tu sais, tu peux pas. C'est pas une guerre mondiale, là, Simonac, qui sait que t'as presque pas le choix de prendre un bord ou l'autre. Puis tu sais, encore là, mais on parle de MeToo et des histoires de même. Tu sais, quand t'as un ami, mettons, que tu connais, que son nom sort des affaires de même, puis toi, t'as côtoyé, puis tout. Là, faut que tu te dises, là, j'ai tellement d'affaires à gérer. J'ai d'un bord l'amitié avec cette personne-là, là, t'as ta carrière, si j'ai des liens avec cette personne-là encore, qu'est-ce qui va arriver avec ta carrière, puis tout. Puis là, après ça, puis là, juste, on est en train de dire ça, puis il y a du monde qui crie « Ouais, mais les victimes là-dedans, ouais, mais les victimes, je vais te le dire, ben honnêtement, je pense qu'ils s'en sacent qu'est-ce que je pense. Tu sais, c'est de quoi de loin que je connais pas, là. C'est Anthony Gizzoni qui disait, tu sais, la journée qu'un hôpital explose, là,
moi, je vais faire une joke la journée même. Parce que, désolé, mais la journée même, les victimes, eux autres, sont pas en train de, sur Twitter, de voir qu'est-ce qu'Anthony Jeselnik pense. La journée même, ils sont en train de recevoir des soins, des affaires de même. Tu sais, je te dirais que c'est une mode d'aujourd'hui d'essayer d'inclure le plus de monde possible dans ton débat, alors que, tu sais, il y a une manière de mettre un pas en arrière et de dire, regarde, réglez ça entre vous autres, je suis pas là-dedans, s'il vous plaît. Là. Ouais, puis c'est ça, puis là, il est là le combat intérieur de, tu sais, je m'implique-tu pas assez, j'essaie-tu de, je suis une bonne influence, je suis une mauvaise influence, puis c'est ça, puis il y a quelque chose là-dedans que ça prend une drive que je sais pas si je l'ai, je sais ce que je pense, est-ce que j'ai besoin que tout le monde sache ce que je pense? Mm-hmm. Et là, ma différence, moi, je suis comme, ben, j'ai pas nécessairement besoin que tout le monde soit au courant de chacune de mes valeurs tout le temps. Ça, je le sais, je suis qui, j'agis en fonction de ça, je vis ma vie en fonction de ça, j'impacte le monde autour de moi que je côtoie avec ces valeurs-là, mais j'ai-tu besoin de développer une personnalité publique où tout le monde sait « Ah, ben lui, il est là, 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 là. » Je suis comme... Moi, je suis bourré de nuances. Je me considère comme quelqu'un de nuancé sur tout le temps, qui est capable de comprendre pas mal les deux côtés de la médaille dans pas mal toutes les situations. Mm-hmm. Puis après ça, ben, je me dis, bon, à partir de là, moi, ma job, c'est de faire des jokes, puis d'être funny, puis d'avoir du fun. Tu sais, je veux pas commencer à me donner le rôle de dicter moralement ce que le monde devrait penser. Je fais, vous êtes tous différents de moi, pensez ce que vous voulez, tu sais. Puis je connais, tu sais, c'est comme présentement, il y a un gars qui veut pas faire son coming out présentement parce qu'il est gay. Puis il dit la raison pour laquelle que je veux pas faire mon coming out, c'est que je veux pas qu'à toutes les fois qu'il y ait de quoi qui a rapport à mettons, de l'homophobie, des affaires de même, je veux pas me faire taguer là-dessus pour me faire dire, hey, offusque-toi de ça ou dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Dis-moi, je veux faire de l'humour pour faire de l'humour, je m'en sac de toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Ma vie privée, que je couche avec un gars, tu sais, il dit oui, l'homophobie, ça me fait chier, mais je veux pas avoir à le dire publiquement que l'homophobie me fait chier. Ouais. Ben, je comprends parce que tu deviens porte-parole. Malgré toi? Tout le temps, ouais. Ben, j'en parlais avec Didier Lucien, justement. Lui, parce qu'on est voisins, puis on se croise tout le temps au dépanneur. Puis genre, j'y en parlais. C'était un peu, je pense qu'il animait à Saint-Jean. Puis à un moment donné, il a fait une entrevue, puis il a fait, mais tu sais, moi, je vais parler juste de la Saint-Jean que j'anime. Là. J'ai pas envie, à chaque entrevue, de devenir le porte-parole de la cause des Noirs pour tout le temps, parce que, tu sais, c'est comme, c'est pas ça ma job. J'ai 4 minutes, puis je suis là pour promouvoir la Saint-Jean que je vais animer, tu sais. Puis je comprenais parfaitement le point. C'est comme, ben, tu sais, vous me mettez d'une boîte, là. Oui, je comprends que c'est un enjeu qui me touche, mais je suis un individu aussi, tu sais, je suis à la base, là. Fait que, tu sais, arrêtez de me réduire à une couleur de peau. Ben oui. Je suis quelqu'un qui fait des affaires, puis qui aime le théâtre, puis qui aimerait ça faire ça, puis qui joue là-dedans, tu sais. C'est parce que c'est les gens qui vont te réduire, qui vont te donner une étiquette, puis te mettre dans une boîte. Puis si t'as pas le goût d'être dans une boîte, ben t'es comme, ben je vous dirai rien, puis je vais juste faire mes affaires, tu sais. Mais lui, il n'a pas besoin de faire un coming out, tu fais qu'il est noir, là, tu sais, dans le sens... Ça aussi, là, tu sais, ton ami, là, il a le choix. Il y a ce choix-là de faire je l'expose-tu ou je l'expose pas, tu sais. Mm-hmm. Le pire, c'est que s'il l'exposerait, ça y amènerait peut-être des fans à cause de ça aussi, là, dans un sens. Fait que. Mais encore là, tout ça pour dire que je respecte beaucoup. Le monde qui font ça, je l'ai dit plusieurs fois, puis je leur dis une dernière fois, je respecte l'opinion puis tout, puis il y en a qui le font très bien. Là, juste Colin Boudria que j'ai fait le prochain stand-up, ça me fait capoter comment il y a une belle plume, ce gars-là. Ouais. Mais moi, c'est juste pas ça que je veux faire. Puis c'est tout. C'est comme l'humour trash en tant que tel. Une des expériences qui m'a fait le plus de bien, je fais un spectacle dans un bar que à peu près toute la foule sont arabes. Puis il y a une gang qui me ramasse à la fin puis qui commence à me traiter de raciste. Puis là, je me remets tout dans ma tête en train de me dire, bon, quel joke que j'ai fait? J'ai-tu fait des jokes sur les races? Même pas. J'ai même pas fait de joke sur les races. Puis là, ils me disent, c'est ça, tu penses qu'on n'est pas capable de prendre des jokes? Nous, les Arabes, t'as pas fait aucune joke sur nous. Ouais. Là, tu fais quoi avec ça, là? Oh, ouais, je comprends. Puis tu sais, d'un autre sens, le contraire m'est arrivé. Je fais un show à Ninkasi de Québec. Mes jokes étaient principalement des jeux de mots parce que je rodais de quoi de clean. J'avais aucune joke, rien qui parlait aux relations sexuelles, donc même puis encore moins, mettons, sur des relations sexuelles, homosexuelles ou whatever. Je suis dans les toilettes, je sors de stage,
Puis je m'en vais aux toilettes, il y a un gars qui arrive à l'urinoir à côté de moi, puis il me check, puis là, je me dis, l'insulte s'en vient, check bien ça, l'insulte s'en vient, il me dit, gros tabarnak d'homophobe. Puis là, il s'en va. Là, j'ai même pas fait de joke de ça. Puis c'est lui, j'étais pas connu dans ce temps-là sur Internet. Pantoute, je suis pas là, mais j'étais là encore moins là, dans ce temps-là. Fait que c'est pas quelqu'un qu'à cause de d'autres affaires que j'ai faites avant. Fait que tu sais, mais le gars, tu sais, c'était peut-être, c'était peut-être quelqu'un c'était peut-être quelqu'un d'homosexuel. Il y avait un bar à côté LGBT, à côté de la Nikesh, je sais pas. Ouais. Fait que je me dis, j'ai même pas fait de joke là-dessus, puis il a été offusqué de quelque chose que j'ai dit homophobe alors que j'ai même pas rien dit de ça. Fait que tu peux tellement pas gager ça puis jauger ça aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça, c'est que tu décides pas de ce que le monde pense. As-tu déjà eu des controverses, toi? Y a déjà du monde qui ont chialé pour. Parce que, tu sais, je veux pas te mettre une étiquette, mais t'as quand même une étiquette d'un humoriste clean. Mais ça t'es-tu déjà arrivé que quelqu'un s'offuse de tes affaires? Oui, ouais. J'ai reçu des lettres de plainte, j'ai reçu un paquet d'affaires. Oh ouais, j'ai eu du monde qui était en tabarnak après ce que je disais. Puis j'étais comme. Parce que c'est ça qui est étrange. Je pense que j'ai une étiquette de gars clean, mais quand tu regardes mon stock, c'est pas si clean que ça, là. Je pense que j'ai juste une façon de le livrer qui fait que ça se digère plus facilement, qui fait que je peux le faire mainstream, mais ce que je dis, c'est pas nécessairement clean. Fait que c'est ça qui est un peu. C'est une ligne que j'aime, ça, parce que je suis en mesure de passer des idées qui sont pas nécessairement clean. Fait que je peux attaquer des angles qui sont pas le fun d'une façon qui est plus clean puis plus facile à ingérer justement pour le monde sans qu'il se choque. T'sais. Fait que je trouve que ça, c'est un peu la ligne que j'essaie de pogner. Là, t'sais. Mais oui, j'ai eu du monde en crise. Il y a un gars qui m'a écrit une lettre. Le premier haters que j'ai eu, il y a genre 10 ans, 10 ans, je pense, qui avait envoyé une lettre à Juste pour rire, à un poste de TV que j'avais fait une captation, puis à moi, m'aurait écrit pendant la pandémie pour me dire Hey, je sais pas si tu te souviens, tu avais reçu une lettre il y a 10 ans de ça, parce que j'étais fâché à cause d'une joke sur la Gaspésie que tu avais faite et tout ça. Puis je fais ouais, je m'en souviens très, très bien. Tu sais, il dit c'est moi qui te l'ai écrit. Je voulais juste que tu saches. À l'époque, j'étais frustré par la vie. Puis genre, j'étais en crise. J'avais vu ta joke, ça m'avait fâché. Je t'avais écrit. Puis là, 10 ans plus tard, j'ai comme réalisé pendant ces années-là que dans le fond, c'est moi qui avais un problème. Il fallait que je gère des affaires dans ma vie puis que c'était pas de la faute à personne. Puis j'ai comme commencé à penser à ça, faire de l'introspection. Puis là, je suis retombé dans tes affaires. Puis j'adore ce que tu fais. Puis je suis un gros fan. Puis j'écoute ton podcast. Puis puis il était super fin. Puis il était plein d'humilité. Puis j'ai vraiment écrit, genre, j'ai répondu une belle affaire de genre, hey, pour vrai, wow. Puis bravo d'avoir juste, de un, pas l'orgueil, puis de me l'écrire, puis de me dire ça. Je trouve ça écœurant de savoir qu'il y a des gens qui peuvent justement cheminer, puis que tu as le guts de faire « Hey, je m'étais planté là-dessus. » J'avais trouvé ça merveilleux, puis ça m'a comme un peu donné espoir de tout le monde peut. Tu sais, les gens qui sont en crise maintenant. C'est pas figé dans le temps, c'est pas. Ils vont changer, leur vie va changer ou pas. Il y en a plein que ça n'arrivera pas, là, parce que tout le monde est qui il est. Mais c'est pas figé nécessairement. Ça se peut que ça change, puis c'est correct. T'sais. Fait que oui, j'ai eu bien de la haine, puis c'est ça. Je deal pas nécessairement super bien avec ça. Là. Je suis pas le genre de. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu as un casting clean? Quand tu déroges de ton casting, je pense que tu vas aller vraiment titiller le monde qui ne s'attendent pas à ça. Ouais. Fait que c'est autant dangereux selon moi, c'est autant dangereux pour quelqu'un comme moi que quelqu'un comme toi de recevoir des plaintes. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu viens de dire parce que tu vois que tu te rends compte que, tu sais, nous autres, on parlait tantôt de toutes les controverses que le milieu artistique est passé, puis nous autres, comment on se sentait là-dedans, puis tout, puis qu'on a nos journées aussi. Tu sais, moi, quand ma controverse est arrivée, que je ne reviendrai pas trop dessus, puis je l'ai compté avec Yann la dernière fois. La fois, tu sais, j'avais eu de la mortalité, moi, cette semaine-là. Tu sais, tu choisis pas quand ces affaires-là, on a toutes nos journées de marde, bref. Fait que cette journée-là, tu as été le bouc émissaire de quelqu'un pour sa journée de marde. Ouais, c'est ça Internet, faut l'accepter. Tu vas avoir un commentaire de marde, le monde déverse leur haine là-dessus, puis tu fais OK, il faut que je laisse ça passer, puis c'est correct. T'sais. Mais les commentaires méchants, je suis comme. Des fois, je trouve ça décourageant. Tu fais, man, si on s'assoyait pour prendre une bière, genre, tu verrais à quel point je me prends pas, vraiment pas
pas pour un autre, là, tu sais. Je suis vraiment pas dans cette vibe-là. Je pense pas que je suis meilleur que toi. Moi, je veux juste faire rire du monde puis rendre du monde heureux. Je tombe pas dans les pièges du showbiz de penser que je suis quelqu'un de spécial ou d'important. Tu sais. Puis encore, personne n'est à l'abri. Ça, c'est une affaire que. Puis Mike Ward le répète souvent. Là, ils disent que son combat, c'est le combat de tout le monde parce que, dans un sens, il a raison. J'allais dire humoriste, mais aucun artiste est à l'abri de ça. Tu as vu qu'est-ce qui est arrivé au romancier, j'ai oublié son nom, là, qui s'est fait. Moi, une des premières histoires qui m'est arrivée, je n'étais même pas open micer. Qu'est-ce qu'on peut appeler de la profession avant open micer? Mais je faisais une couple de spectacles en 2011. Puis je sors d'un spectacle, puis il y a une fille qui vient me voir puis qui me dit t'as pas aidé jusqu'à quel point que je suis fan d'humour noir, tu peux-tu me compter tes jokes? Puis là, j'en compte une coupe, elle rit, elle me dit compte-moi ta pire. Là, je compte une joke sur le cancer, je m'en rappelle même plus. Là, puis sa réaction, ça a été de me sacrer une claque sur la gueule. Elle dit Chris d'innocent, je viens d'avoir le cancer, son chum me ramasse par le collet, il me lève puis il me calisse à terre. Tu sais, c'est pas moi qui. Non seulement c'est pas. C'est pas moi qui ai imposé mes jokes, c'est elle qui m'a mis contre moi taper, puis elle l'a pas accepté. Ouais. Ah non, c'est impressionnant. Ça, c'est fascinant, mais c'est ça. Quand ça les touche eux, là, c'est plus de l'humour. Là. C'est automatiquement. Là. Mais ça, c'est très égocentrique comme vision du monde. Puis il est là le danger, tu sais. Je veux dire. Moi, j'aime des affaires que je trouve drôles qui disent quelque chose que je pense pas du tout. Là. Je me détache de ce que je pense. Puis c'est là que l'identification est le problème. C'est qu'il ne faut pas que tu t'identifies à ce que tu penses. Tu es quelqu'un à côté de ça. T'es pas tes valeurs, puis t'es pas. Ben, t'es tes valeurs, là, mais t'es pas genre. Tu sais, t'es un être humain au complet, mais t'es pas juste tes allégeances politiques, puis tout ça. Si t'es capable de te détacher de ça, puis d'être quelqu'un à part de tout ça, tu vas pouvoir connecter avec n'importe qui dans la vie. Moi, je suis ami avec tout le monde. Je suis ami avec du monde de droite, je suis ami avec du monde de gauche, parce que je ne regarde pas comme étant toi, t'es le gars de droite, toi, t'es le gars de gauche. Je fais, t'es quelqu'un. Tu penses ça, je comprends pourquoi tu penses ça, je comprends d'où tu viens, dans quel milieu tu as grandi, je comprends le type de personnalité que tu as qui fait que tu penches plus par là que par là, mais je suis capable de trouver d'autres affaires chez toi qui font que, genre, on peut être amis. T'sais, moi, je pense pas que tu devrais aimer les gens pour ce qu'ils sont, nécessairement, mais apprendre à les aimer pour le potentiel qu'ils ont, ce qu'ils peuvent devenir, tu sais. Parce que sinon, c'est juste tu veux profiter. C'est comme, tu sais, investis dans le monde. Tout le monde a du potentiel, là. Je lisais dernièrement Dave Mustaine, le chanteur de Megadeth, qui se faisait demander c'était qui son parolier préféré. OK. Il a dit le chanteur des Dead Kennedys, Jello Biafra. Il a dit je suis aux antipodes politiques de ce gars-là. Là. Toutes ses opinions politiques, là, j'en ai aucune. Mais Christy qui est bon dans ses paroles, même si c'est pas les opinions. Ça prête la sagesse pour être capable d'avoir le talent de quoi qui est complètement à l'opposé de toi. Là. Ben oui! Tu sais, c'est de voir plus loin que genre, est-ce que je cherche quand j'écoute de quoi à me réconforter puis faire valider ce que je pense? Ou je cherche juste à voir de l'art puis à être confronté à quelque chose. Parce que l'art, c'est pas juste supposé te faire filer bien. Ça sert pas juste à ça. Tellement. Puis c'est qu'il y a du monde, je pense. Tu disais tantôt, là, tu parlais des jeunes qui ont des opinions, mais qui n'ont pas tant d'expérience. Je pense que c'est un problème de ça. Parce que quand j'ai travaillé dans les écoles, puis on dirait que présentement, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? C'est qu'on pousse les jeunes à vivre les expériences négatives le plus loin possible dans le développement. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, c'est rendu qu'il y a des écoles que quand tu fais des jeux de sport, pis ça c'était avant la pandémie, t'as plus le droit de faire de jeux, c'est qu'il y a des gagnants puis des perdants. Ouais. Ah ouais. Là, les jeunes n'apprennent plus à être contrariés. Puis je dis pas que 100% du problème est là, mais tu prends juste la violence conjugale. Là. Excusez, mais c'est un jeune, le premier coup de sa vie, qui se fait dire non, c'est par sa blonde. Les chances qu'elle mange une claque sont beaucoup plus grosses que s'il s'est fait dire non 75 fois puis il l'acceptait avant. Ouais, je comprends. Puis c'est la même affaire pour l'art. Si toute ta vie, tu as été bombardé de patrouilles puis d'affaires gentilles qui t'ont jamais remis en question, puis qu'on... Tu sais, nous autres, dans le temps, nos dessins animés, il y a des cartoons que Bugs Bunny crevait à faire en passant. Là. Ouais.
Si tu n'es jamais confronté à ça, puis que tu tombes confronté à ça pour la première fois à 18-19 ans, ça se peut que ta réaction, ça serait, au lieu de dire « je vais essayer de comprendre ça », c'est que tu pètes une fuse puis tu te dis « il ne faut plus que ce genre d'art-là ait le droit d'exister ». Ouais, je comprends. Ben, il y avait de quoi sur l'importance de l'adversité dans l'enfance, là, par rapport à la résilience. J'ai fait un podcast là-dessus avec Catherine Raymond, qui est neuroscientifique, là, qui est aussi ma blonde, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais dit publiquement. Il faut une exclusivité, j'aime ça, les exclusivités. On a un scoop. Je suis ratoureux, moi. Ouais, non, c'est la seule affaire que j'ai gardé comme pour moi mon petit jardin, mais là, je me suis dit, on en parlait l'autre jour, j'étais comme, ben oui, on peut le dire publiquement, tu sais. Fait que c'est ma blonde. Puis, c'est super intéressant parce que le rôle de l'adversité fait que justement, tu développes ta résilience avec le temps parce que plus tu es jeune puis tu es exposé à ces affaires-là, finalement, tu finis par être habitué. Puis, quand il y a d'autres épreuves qui arrivent, ben, tu es en mesure de les négocier beaucoup mieux, plus que si tu es enveloppé. Puis, fait que c'est important de faire ça. J'ai l'impression qu'on prépare les jeunes à un monde qu'on aimerait voir, pas à un monde qui existe en ce moment. Mais permets-tu d'aller plus creux dans cette discussion? Ouais, vas-y. Tu me parles de tout ça, là. Au Québec, on est bon à tout vouloir régler en surface, mais rien vouloir régler en profondeur. Exemple. Puis ça, c'est un domaine que je connais beaucoup. J'ai travaillé proche 15 ans en déficience intellectuelle puis en éducation spécialisée. Avant, tu avais des gros hôpitaux. Puis tous les déficients intellectuels, les personnes avec des déficiences intellectuelles se faisaient sacrer là-dedans, peu importe que tu sois léger ou lourd, ou même juste en évaluation. C'est ce qui a créé les orphelins de Duplessis. Vite de même, il y a plus qu'il y avait de clients, plus qu'il y avait de subventions, fait qu'il y avait intérêt à dire que telle personne avait une déficience alors qu'il n'avait pas. Puis ça crée tous ces problèmes-là. Puis ça, je suis d'accord, c'était terrible. Mais le problème, c'était pas la bâtisse. Le problème, c'était le monde qui travaillait dans la bâtisse. C'était de changer la philosophie de la bâtisse. Puis au lieu de creuser ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout démoli les hôpitaux. On a tout pris ces clients-là, on les a transférés dans des maisons banalisées. Où c'est que, je te le dis, ton troisième voisin, là, ça se peut que c'est une maison en déficience intellectuelle, où c'est qu'il y a des intervenants qui se relaient, puis tout, ça se peut. C'est ça que ça fait. Avant, dans les hôpitaux, il y avait juste elle à Saint-Ferdinand, il y avait des allées de quai, il y avait une piscine intérieure, une piscine extérieure. Il allait faire du bateau sur le lac. Il y avait un restaurant, il y avait une épicerie, il y avait un dépanneur 24 heures. Qu'un client qui avait une déficience légère pouvait aller au dépanneur 24 heures avec son bon pour aller l'acheter. À cette heure, il n'y a plus les méchants hôpitaux que dehors, tu peux dire, c'est-tu d'hôpitaux, puis c'est dégradant, faut pas les mettre là-dedans. À ça, c'est dans toutes des belles maisons. Passe le journée à se balancer ses chaises par Jean Fer. Mais sont toutes dans des belles petites maisons. Fait qu'en surface, ça a l'air super beau, problème réglé. C'est ça le problème, selon moi, pour avoir travaillé dans les sphères de société. C'est ça le principal problème. On veut juste régler les problèmes en surface. Ça a l'air cute qu'un enfant se fasse jamais dire non, on va le faire. Ouais, je comprends. Puis c'est à long terme, je pense que c'est dommageable. On crée une culture de le client est roi, puis on le voit dans le système d'éducation. Avant, je veux dire, t'arrivais de l'école avec des mauvaises notes, là, puis là, tes parents te chiaient sur toi. Là. Ouais. À cette heure, tu parles à des profs, là, c'est les parents, ils appellent les profs pour leur donner de la marde. Tu vas faire passer mon jeune, puis là, t'es comme, mais non, Chris, il mérite pas de passer, ça n'a pas rapport. Là. T'sais? Ouais, puis quand j'avais fait mon cours en éducation spécialisée, ils nous avaient montré une quote de William Shakespeare qui disait « Ah, les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme les enfants dans notre temps. Nous autres, on était de même. » Puis, pour nous montrer qu'il faut relativiser pour dire ça. Sauf que, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai commencé à travailler dans les écoles en 2004, peut-être. Et t'as pas idée comment que ça... À la fin, c'était plus partout la même affaire. En 2004, les jeunes avaient encore peur du mot directeur. En 2006, il m'était arrivé une histoire qu'il y avait une petite fille qui avait, sans faire exprès, démoli un phare. Tu sais, quand par démoli, tu remets 4, 5, 6 blocs, puis c'est fait, là. Ça prend quelques secondes. Là. Ben, tous les enfants s'étaient mis à rire d'elle, puis on dit « Ah, ton père va se faire tuer en Afghanistan. » Parce que son père était soldat. OK. J'ai appelé les parents des 5 enfants qui ont ri. Je leur ai même pas demandé ça. Les 5 parents ont pris le char,
Ils sont venus à l'école, ils ont demandé congé à leur job pour chicaner leurs enfants, puis ils nous ont dit si ils nous leur fait une affaire de même, rappelle-nous, vous pouvez être sûr qu'il leur dira plus jamais. Ouais. Dans la dernière année que je travaillais dans les écoles, j'ai un enfant qui va chercher la mort le plus loin possible. Je ferai pas le son, pas trop écœuré. Puis que s'est dit, je vais éclabousser le plus de monde possible dans le rang en faisant ça. OK. J'ai appelé la mère pour dire que son jeune a fait ça. C'était de notre faute. Son jeune, c'est pas vrai qu'il a fait ça. C'est probablement un de ses amis qui l'a mis au défi de faire ça. On le surveille pas assez. On est toute une crise de gang d'incompétents. En passant, la mère de ce jeune-là, c'est une prof. Ah, wow! En plus. Puis elle, 2 semaines avant, j'avais une discussion de « Hey, c'est donc bien l'enfer comment que les jeunes n'écoutent plus aujourd'hui. » Ouais. Fait que tu vois le changement de... Ah ouais, mon enfant est un joyau précieux qu'il faut que je protège. Puis, mais c'est ça, je trouve que c'est pas bon. T'sais. Autant que, pour avoir vécu mon lot de marde quand j'étais petit, il y a du bon qui sort de ça, autant qu'il y a des problèmes qui découlent de ces affaires-là. Puis c'est ça que tu veux patcher, mais je pense que c'est un équilibre qu'on a perdu. Là. On est du mauvais bord. Là, non, puis je te dirais, les personnes à qui ça va être plus dommageable, dépendant dans le milieu de travail que tu veux travailler, c'est pas... Tu sais, le monde dit les employeurs vont avoir à travailler avec ça, mais c'est même pas pour eux autres que j'ai peur tant que ça, c'est pour le monde qui sort de là et qui sont jamais fait dire non, tu sais... ma blonde, elle travaille en dessin animé. Je rentrerai pas trop dans les détails. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai le droit de dire ce que je vais dire là. Mais elle est rentrée au salaire minimum. Puis même, elle travaillait 70 heures pour avoir le 40 heures au salaire minimum. Mais elle se disait, si je fais ça, je sais que je vais monter dans la compagnie puis je vais avoir un meilleur salaire éventuellement parce que cette compagnie-là, c'est comme la plus haute dans le milieu. OK. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Elle est haute placée aujourd'hui. Puis ça n'a pas été genre 20 ans, là. Ça a été sur 7 ans peut-être. C'est pas tant ça. Là, long quand c'est la job que tu veux faire toute ta vie. Puis tu sais, le nombre de personnes qui rentrent et qu'après 3 mois, ils se découragent à cause que c'est pas les conditions qui s'attendaient puis tout. Qu'est-ce que ça fait, ce monde-là? Ils vont travailler pour 4-5 compagnies. Après ça, ils vont finir le... Puis finalement... Dessin animé, c'est fini pour eux autres, ils vont faire une job de marde toute leur vie parce qu'ils n'ont pas été capables de persévérer là-dedans parce qu'ils voyaient juste les 2-3 premiers mois. Alors que, tu sais, je suis pas en train de te dire si tu te fais exploiter, il faut que tu restes. C'est pas ça que je dis, mais je dis juste que des fois, ça vaut la peine de se botter le derrière puis de travailler puis de l'accepter, l'adversité que tu as. Ça peut t'amener des affaires. C'est la même affaire en humour ou n'importe quel art. Il faut que tu travailles. Tu sais, moi, je suis sûr que tu en as vu là, des open micers qui, après 30 spectacles, ils se disent voyons, comment ça, je suis pas en train de faire un gala. Oui. Ben, j'en côtoie pas tant que ça, les open micers, honnêtement. Là, j'en côtoie plus que ça. Moi, je suis plus dans ce milieu-là. C'est ça. Moi, c'est une catégorie qui n'existait même pas quand j'ai commencé les open mic. Là. Fait que c'est ça. C'est pas des gens que. Mais j'en croise beaucoup. Tu sais, quand je suis en mode début de rodage de prochain show, là, je fais toutes les soirées, puis je me retrouve souvent à faire une soirée avec un headline que je fais, mettons, une demi-heure, puis avant moi, il y a 5 personnes que j'ai jamais vues de ma vie, tu sais. Puis là, je vois la mentalité, puis je vois la façon de penser, puis là, je fais, OK, ben, tu commences, c'est correct, là, faut que tu fasses tes erreurs, tu sais, mais je veux dire, les plus résilients, c'est ceux qui, justement, comprennent, puis s'adaptent, puis font, OK, c'est pas ça la vraie vie, puis ceux qui tombent pas dans le piège. J'avais eu cette discussion-là dans un autre épisode par rapport à ou c'était dans un autre podcast par rapport à justement toi, puis à Québec, tu es beaucoup dans l'open mic, puis tu gères, tu es un peu un leader dans cette communauté-là, tu sais. Puis je disais que c'est super bon, c'est juste qu'il y a un piège qui est de vouloir ta satisfaction immédiate, d'avoir tes réactions immédiates, qui fait que tu peux tomber dans le vulgaire puis dans le trash tout de suite, parce que c'est faire l'erreur entre confondre un punch puis confondre de l'effet. Puis je dirais plus qu'on confondre une réaction puis confondre un rire, un vrai rire. Ben c'est ça, par l'effet, je veux dire avoir une réaction, tu sais, c'est l'effet trash qui suscite une réaction, puis tu confonds ça pour j'ai un gag, alors qu'une vraie bonne joke trash, c'est une bonne joke. Mais juste être trash, c'est de l'effet, puis si tu fais pas la différence, ben tu restes pris dans tu spins là-dedans, puis tu t'évolueras pas, puis tu vas stagner là, tu sais. Fait que c'est de te confronter toi-même. Moi, j'ai commencé trash là, en humour. Là. Quand j'ai commencé, j'étais vulgaire. Là. Je faisais juste des jokes de bar, puis tout ça.
Puis consciemment, un moment donné, j'ai fait OK, je vais essayer de faire juste du clean pendant toute la prochaine année. Puis, mais dans les mêmes endroits. Hein? Ouais, dans les mêmes endroits. Là. Je vais aller aux mêmes places, mais je vais faire juste des numbers clean parce que je me dis, le jour où je vais rentrer fort avec du clean dans cet environnement-là, je vais être béton ailleurs. Là, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'étais capable de faire rire autant que le gars qui comptait son anecdote de fourrer une fille qui pue, mettons, là, c'est ce genre d'affaires-là. Ben, moi, j'arrive avec un numéro qui n'est pas pantoute dans cette veine-là, mais je rentre aussi fort, sinon plus fort. Après ça, j'étais padé, tu sais. Mais il faut que tu saches ça, que c'est un piège, parce que tu montes plus vite, mais tu stagnes plus longtemps. Puis, tu sais, Jay Leno, tu connais Jay Leno, l'animateur de talk show aux États-Unis, tu sais, il disait, moi, c'est dans le podcast de Joe Rogan qui disait ça, il disait, si j'ai un conseil à donner à n'importe qui commence en humour, c'est stay clean. Genre, autant prends pas de drogue, si tu dis oui à un show, arrive à l'avance, mais aussi dans ton type de matériel. Puis lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si tu vas trash, tu vas dépasser les autres, mais tu vas voir qu'à un moment donné, ceux-là qui ont été clean, ils vont te dépasser. Puis même s'ils ne te dépassent pas, ils vont tout le temps se faire plus d'argent que toi parce que tu sais, tu as un show corporatif que tu fais payer 50 000 $. Là, tu ne mettras pas un gars qui va faire des jokes de noun, qui risque de scraper la réputation du booker qui a booké ça. Tu vas mettre un gars clean. Puis tout, qu'il dit, si tu n'es pas capable de monter, ben au moins tu vas être capable de vivre de ta passion. Puis je suis totalement d'accord avec lui. Même moi qui est humoriste trash puis qui a pas mal l'étiquette de l'humoriste le plus trash de la relève, je suis totalement d'accord avec ça. Puis c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Parce que présentement, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai vécu dans les bars. Je vois du monde qui m'imite. J'ai vu du monde qui m'imite carrément. Je pourrais même te donner 3 noms très facilement. Puis, je dis même pas ça parce que j'ai vu de la compétition quelque chose. C'est vous faites juste du trash. Moi, qu'est-ce que vous comprenez pas dans mon processus? C'est que j'ai commencé absurde. J'ai viré anecdote, j'ai viré trash, puis c'était un peu malgré moi. C'est même parce qu'avec mon casting, c'est ça qui marchait, puis l'image est importante. Mais quand je vois un gars qui a une image clean, puis qui essaie de faire du trash, puis ça fit pas, parce qu'il y a une manière de faire fitter ça, mais que ça fit pas pantoute, je me dis, pauvre gars. Ou pauvre fille, peu importe, là. Non. C'est pas toi, Sois juste ça. Toi, tu sais. Trouve tes qui, puis... C'est parce que c'est facile d'avoir des réactions. Mais c'est difficile d'écrire des bonnes jokes dans le trash, je pense. Là. Tu peux en écrire une dizaine, mais écris-en 190 comme moi pour te montrer un spectacle. Ouais. Alors moi, je suis plus un fan de prog, moi. Fait que c'est plus... J'aime ça d'en avoir un peu, des jokes trash, mais mélangés avec des jokes cute, mélangés avec des jokes niaiseuses, mélangés avec une anecdote plus touchante. J'aime ça me promener. J'aime ça que mon show, ce soit un genre de petit voyage où il y a un peu de tout. Ça, je comprends totalement. Mais tu sais, comment je pourrais dire ça? T'as besoin d'une couleur claire quand tu commences. T'as besoin d'une couleur claire au début, puis tu sais, quand on se parlait des règles qu'on se disait, là, puis il y en a une qui c'était pas d'aller politique, moi, je voulais éviter tout ce que je trouvais facile. Puis je dis pas qu'est-ce que toi, ma définition de facile, c'est peut-être pas ta définition de facile, mais il y a beaucoup de jokes que je fais pas qui pourraient me donner des très bonnes réactions que je fais pas parce que je dis non. Ben, trop niaiseux écrire ça, je veux pas faire ce joke-là. Fait que c'est dans ces affaires-là que je réussis, je pense, un peu à m'en sortir de quelqu'un qui va sur stage puis qui fait juste essayer de dégoûter la foule puis tout. Tu sais, moi, c'est pas une réaction que je cherche, moi, c'est le plus gros rire possible. Mm-hmm. Oh ouais, ben tout le monde a sa propre échelle de valeur de c'est quoi mes règles, c'est quoi mes paramètres, c'est quoi mes affaires. Puis c'est justement de confronter ça, puis de... C'est comme moi, je fais pas beaucoup d'anecdotes dans la vie. Mm-hmm. Genre, j'en ai pas tant que ça. J'en ai écrit quelques-unes, puis longtemps, ça a été parce que quand j'ai commencé, moi, je me tenais avec tout ce qui était Guillaume Wagner, Ben Lefebvre et compagnie. C'était les gars qui étaient comme d'un bar, là, qui étaient les plus hot, tu sais, puis Wagner, tu sais, lui, il avait des règles très claires de ça, c'est cool, ça, c'est pas cool, puis moi, je buvais ça, j'écoutais, tu sais. Puis il a changé depuis, évidemment, là. Mais à un moment donné, il avait dit, les anecdotes, c'est cheap. Là, j'étais comme, OK, les anecdotes, c'est cheap, tu sais. Puis j'étais comme, OK, bon, mais d'abord, c'est cheap. Fait que j'en faisais pas. Puis genre 7 ans après, j'en ai fait une, puis mais j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Fait que là, j'en ai plein que j'ai jamais raconté, puis je me dis, je pense que je vais peut-être essayer de faire un show à un moment donné, juste des anecdotes, juste parce que c'est le fun quand tu as une histoire, puis sur scène, c'est différent, l'énergie que j'ai, puis peut-être qu'un là m'attraque, puis je le sais pas, tu sais.
mais c'est de prendre ce que tu penses que tu peux faire ou que tu devrais faire, puis de faire, je vais aller de l'autre bord, juste voir ce que ça donne. C'est d'explorer, tu sais. Puis de toujours te pousser à explorer plus loin. Moi, je pense pas que je vais commencer à faire de l'humour traditionnel avec des numbers traditionnels. C'est un bit qu'on appelle. Ouais. Là. Je pense. Ça m'étonnerait que je l'incorpore dans mon spectacle. Mais des anecdotes, oh, qui reste que c'est pas bien possible, ça, par exemple. Mais T'sais, pourquoi les anecdotes traditionnelles ou du stand-up plus genre un bit développé avec un angle puis des punchs qui appuient ton argument puis tout ça? Premièrement, parce que c'est tough pour faire de messages. Deuxièmement, parce que à toutes les fois que je n'écris, puis je te dis, là, je dois avoir 200 exemples de moi qui essaient d'écrire un bit. Ça finit tout le temps que je fais « Ah, fuck off, le liner va être plus drôle. » Ouais, j'aime juste ta joke-là. J'aime juste ce joke-là. Puis le pire, c'est qu'il y a des affaires, puis l'enrobage, puis tout. Mais moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai tout le temps été conditionné. J'ai tout le temps conditionné mon cerveau à prendre toutes mes jokes puis les mettre sur une échelle de 0 à 10. Puis moi, ma règle, c'est simple, je veux juste faire du 8.5 sur 10 selon mon cerveau à moi. Ouais. Puis si j'écris un bit puis qu'il y a un 7.5 sur 10, je vais aimer mieux jeter le bit au complet. Juste à cause qu'il y a un bout de 7.5 sur 10 que de le faire et d'être déçu. Je sais pas. C'est vraiment psychologique, mais une anecdote, je me permettrais, par exemple. Ouais, je comprends. Mais tu vois, j'ai eu la même réflexion, puis parce que moi, je faisais juste du liner au début, puis j'ai switché au bit parce que j'ai réalisé que en termes d'énergie dans la foule, puis en termes de build-up, avec des liners, tu recommences à zéro à chaque joke. Puis j'aimais pas ça. J'aimais ça, l'idée de pouvoir builder up l'énergie. Puis là, je lâche ma grosse bombe. Puis le rire que j'avais sur le même liner qui marchait standalone était 4 fois plus fort quand je l'avais buildé avec un bit. Parce que j'avais amené le monde vers ça. J'avais créé une tension plus forte. Fait que j'ai commencé à faire des bits à cause de ça. Parce que là, je réussissais à plus avoir de... Je pouvais plus tirer les cordes de ce que je fais vivre au monde. Je pouvais les amener à des places différentes. J'avais plus de jeux pour les amener dans leur tête à une place pour les surprendre que juste en une joke. T'sais. Puis j'ai tellement un respect pour les humoristes qui font ça. Tu sais, toi, t'es fucking bon. Un que... je sais pas pourquoi, mais c'est tout le nom qui me revient dans la tête. Là. Un que je suis tout le temps wow, comment que ces build-up me font capoter. Il y en a deux en réalité. T'as Charles Deschamps puis Dave Morgan. Ces deux-là aussi, là, quand je les vois en spectacle, puis que je vois le style build-up, puis je les vois toutes les critiques de procédés, puis comment ils ont travaillé, puis tout le travail, puis le rodage qu'il y a eu pour arriver à ça. Puis j'ai de quoi de le fun dans mes pétalons, là, quand j'assiste à un moment de même. La même affaire pour toi. Puis, tu sais, autant en musique que tu as plusieurs styles de musique, moi, je veux vraiment ça comme ça. Tu sais, tu parles, toi, tu es un fan de prog, moi, je suis un fan de métal. On a bien des affaires en commun. Il y a bien des groupes qu'on aime les deux, mais il y a des groupes que j'aime que tu n'aimes pas et vice-versa. Je pense que c'est la même affaire pour l'humour. Nos procédés, comment qu'on marche. Absolument, absolument. Moi, ça revient juste à qu'est-ce que je peux faire vivre au monde qui sont devant moi. Mm-hmm. Puis de pouvoir bâtir des bits, ça me donne plus d'outils pour les surprendre puis les amener ailleurs puis essayer de leur faire vivre de quoi qui est différent puis de plus original. Pour moi, c'était ça. J'ai juste grossi mon coffre à outils en faisant ça. Moi, je sais pas si c'est de l'insécurité, mais moi, quand je suis sur stage, je suis tout le temps en train d'analyser tout ce qui se passe autour de moi. Puis j'ai pas tant de fun que ça sur un stage, tellement que je suis dans ma tête à me concentrer sur ma posture, mon débit de voix. Puis tout, j'ai énormément de misère avec moi-même. Puis ça, c'est une affaire où il faut que je travaille encore, j'en suis conscient. Mais c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle je suis dans l'honneur, parce que c'est satisfaction. J'ai pas à confronter la foule pendant 2 minutes jusqu'à temps que j'arrive à mon gros build-up de la fin, tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a ça qui fait partie du processus aussi. Mais je suis un méga fan de liner. Tu sais, ma consommation d'humour, là, tu me verras pas en train... Tout le monde me disait, tu devrais écouter tel et tel et tel et tel d'humoriste. Là. Moi, là, c'est pas du liner. Si j'ai de la misère à écouter ça chez nous. En spectacle, je vais adorer, là, face à moi. Mais écouter du Bill Burr chez nous ou du CK, même si peu importe ce qui est arrivé, j'ai de la misère. J'ai de la misère en tabarnache. Alors que chez nous, j'écoute du Jean-Marc Parent, là. Je rirai pas une tabarnak de fouet. Qui risque que je vais être captivé, par exemple? Puis je suis pas en train de dire que c'est pas drôle. Je suis en train de dire que chez nous, là, je suis diverti à l'extrême.
parce que ça va chercher une autre partie de mon cerveau, je sais pas. Je comprends parfaitement. Moi, ce que j'aime aussi des bits, c'est que ton 6.5 devient un 8 à l'intérieur d'un bit. Mm-hmm. Fait que tu peux, justement, dans le fond, moi ma vision, c'est par rapport aux jokes. J'aime les jokes, puis c'est comme jardiner, comment je donne les conditions idéales à cette joke-là pour qu'elle marche le plus fort possible. Des fois, ça passe à travers un bit ou une prémisse ou une joke avant qui me sert à installer de quoi dans la tête du monde pour que mon 6 devienne un 8 ou un 9 dans ce contexte-là. Mais que si j'assors, c'est un 6. Des fois, c'est ça. Fait que sont là les nuances qui se build qui fait que genre t'as plus de jeux. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de. Moi, je pense que toute idée peut être bonne si tu l'entoures bien et tu la mets dans le bon contexte. Il y en a que c'est juste des mauvaises idées, puis finalement, tu finis par t'en départir, mais il y a toujours moyen de traiter chaque joke en se disant ce serait quoi les meilleures conditions pour que cette joke-là fonctionne, puis d'arriver à un résultat, tu sais, puis en utilisant les outils autour, ta prémisse, puis ton énergie, puis ton intention de jeu, puis tout ça, tu sais. Il y a tout ça, là. Fait que je trouve ça le fun de me dire, ah, ça, c'est un 6. Non, ça peut être un 9 si je le fais de même. Puis là, ça devient un 9 parce que j'ai fait d'autres affaires autour qui n'ont pas rapport avec la joke précisément, mais qui font que ça devient un 9. Fait que je trouve ça intéressant. Je suis un hoarder dans la vie. J'aime pas ça jeter des affaires. Fait que je vais toujours me justifier que je jette pas ça puis qu'il y a une façon de le faire qui fait que ça va marcher. T'sais. C'est une philosophie, là, mais c'est ça. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là. Tout le monde a sa vision de l'humour. C'est pour ça que j'aime ça. T'sais. Oui, puis c'est correct. Puis encore là, si je creuse un peu plus loin, bon, le liner, c'est le style qui pogne le plus en Angleterre. Fait que je me suis dit pourquoi pas au Québec. T'en as une couple aux États-Unis qui ont réussi à avoir une style. L'humoriste dans les années 80 le plus populaire aux États-Unis, c'est Rodney Dangerfield. Il était liner. Ouais. Fait que, puis aussi. No respect. Ouais. No respect. Ça, c'est son tagline qu'il faisait tout le temps. Là. Se replacer à la cravate. Oh, now I'm feeling fine, but yesterday I was in rough shape, you know. Ah, il était parfait. Mais lui, il a percé super tard. Lui, il a fait de l'humour jusqu'à temps qu'il ait 28 ans. Il a arrêté 12 ans. Il a recommencé à 40 ans. Puis en plus, quand il a recommencé, il y avait une job qui lui rapportait l'équivalent d'aujourd'hui. Mettons, imagine-toi, là, tu as 40 ans, ça fait 12 ans que tu fais plus d'humour. Tu gagnes 150 000 $ par année. Puis tu décides de colisser ça là pour recommencer. C'est carrément ça qu'il a fait, lui-là. Là. Ouais. Puis il a percé à ce moment-là. Il a percé super vieux. Mais ça, c'est une affaire. Faut arrêter de se dire on est trop vieux pour faire quelque chose. Joindre la Ligue nationale de hockey, oui, t'es trop vieux. Là. Mais à part de ça, Clint Eastwood, il a jamais voulu être acteur. Il voulait être derrière la caméra. Je pense qu'il a commencé à la fin soixantaine à être derrière la caméra. Puis là, il a 90 ans, puis il produit encore des films. Ouais. Non, il faut juste... C'est surtout que plus t'es vieux, plus t'as de l'expérience de vie, plus t'as des affaires intéressantes à raconter aussi. La meilleure affaire, il n'y a pas eu de carrière finalement, mais en tout cas, je ris pas de toi, je vais le name dropper. Étienne Labbé, c'est un gars à Ted Fairmines qui a commencé une carrière musicale. Puis s'il avait poussé plus, selon moi, il aurait pu... c'était l'enfer et le talent qu'il avait. Puis il a commencé tard, puis j'ai dit, Christophe, tu t'es fait refuser l'entrée dans tel et tel concours parce que t'es trop vieux, ça te met pas en tabarnak. Il part à rire, il dit, ouais, mais ces jeunes-là n'ont pas l'expérience de vie que j'ai pour écrire des tunes. Ben c'est ça! C'est ça aussi! C'est pas pour rien qu'aux States, les gars qui deviennent connus, ils deviennent connus à genre 40 ans. Mm-hmm. Nous autres, on fait des galas à 22 ans. Hey, puis, je peux-tu avoir une conversation avec toi que j'ai jamais été capable de... Parce que, tu sais, au Québec, il y a le cliché, puis je pense qu'il est vrai, qu'au Québec, on veut des vedettes. Ouais. Puis à la question, comment tu fais pour devenir une vedette? La réponse est super simple. Faut que tu sois une vedette. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te faire un parallèle un peu boiteux, mais je vais le ramener. À Ted Fairmines, on avait un bar qui s'appelait Le Cactus. C'était une dompe. Okay? C'était une dompe. Les urinoirs étaient tout le temps brisés. La pisse coulait jusque dans le bar. Tu te promenais, c'était jamais lavé, ça puait la pisse. Mais tout le monde allait veiller là. Pourquoi? Parce que tout le monde allait veiller là. Ouais, mais pourquoi que tout le monde allait veiller là? Parce que tout le monde va veiller là. Ouais. C'est un peu le même syndrome pour les vedettes au Québec, je trouve, parce que, tu sais, au Québec, on veut des vedettes, tu sais, et puis Marc Boilard l'a expliqué plusieurs fois dans tous les podcasts que j'ai faits avec. Vous les écoutez, vous êtes même pas game, plug, faites.
Tu sais, Marc Bollard, il dit, tu sais, au Québec, là, ils n'ont pas le budget des États-Unis pour prendre de quoi, puis prendre 3, 4, 5, 6 ans à le faire relever. Au Québec, il faut que ça marche tout de suite avec les annonceurs. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre un projet, ils vont dire, c'est quoi ce projet de M-là? Ouais, mais ouais, telle et telle vedette dessus, puis ils vendent. Ah, OK. Mm-hmm. Fait qu'on dirait que le milieu à la TV puis ben des affaires de même sont fondées là-dessus. Puis je pense qu'on a un peu trop la pensée magique aussi au Québec. Tu sais, quand ça a commencé à marcher mes affaires un peu, je dis pas que ça marche au bout présentement, mais quand même, le monde n'arrêtait pas de me dire « Fais comme Julien Lacroix ». Pas les autres affaires qu'on a su en métier. Ouais, c'est ça. Ouais. Fais des sketchs. Fais des sketchs sur Internet, fais comme Julien Lacroix. Check. Ouais, mais c'est à cause si je fais des sketchs comme Julien Lacroix, ça marchera pas avec mon casting, ça marchera pas avec ci pis ça. Puis on dirait que, tu sais, c'est comme en musique. Tu sais, quand Metallica est sorti, toutes les compagnies de disques ont demandé à tous les albums, à tous les groupes trash, sortez-moi un album noir comme Metallica. Quand Nirvana est sorti, ils n'ont pas cherché les groupes rap qui allaient crisser le grunge à terre à la fin. Là. Non, ils voulaient juste des copycats de Nirvana, ça donne Nickelback. Ouais. Je pense qu'on a ce problème-là beaucoup au Québec. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que t'as... Puis je suis pas en train de chialer, là, mais... je suis en train de chialer, finalement. Ah ben, ça fait que t'as un casting d'humoriste qui pogne. Là, t'as toutes les autres compagnies autour qui disent « Ça nous prend ce casting-là aussi. » Ouais. Puis là, mais tu peux pas faire tu peux pas faire 3-4 méga vedettes avec le même casting. Mm-hmm. Fait je sais pas. Tu sais, alors que, tu sais, c'est niaiseux, mais les podcasts, check Mike Ward, tu les écoutes. Comment, jusqu'à quel point que ça pogne. Faire Mike Ward, tu les écoutes, là, je parle pas avec Mike Ward, je parle avec quelqu'un qui a le talent d'animer un podcast à TV, là. On s'entend-tu que côté budget, là, c'est innocent, qu'est-ce que ça prend? Là? Ça prend rien, là. Ça prend une caméra, 2 fauteuils, tu fais un décor chaleureux, puis tu as une émission 45 minutes que tout le monde se battrait pour passer dessus, puis qui te coûte argent, là. Mais pourquoi que cette émission-là marcherait pas? Parce que il aurait tendance à en prendre une vedette qui n'a pas le talent d'animer un podcast pour faire cette émission-là. Tu sais, pourquoi tu penses que les talk shows, ça n'a pas été super bien là, quand on a essayé d'imiter les talk shows aux États-Unis parce que vous avez mis quelqu'un aux États-Unis, là, Johnny Carson, là, quand qui était le dieu des talk shows, ils n'ont pas pris le gars le plus connu pour le remplacer. Ils ont pris David Letterman et Jay Leno, qui n'étaient pas tant connus que ça, honnêtement, mais ils savaient que ça allait être les meilleurs. Ouais. Mais au Québec, si Johnny Carson aurait pris sa retraite, on aurait mis qui pour le remplacer? Je nommerai pas de nom, mais tu sais, un humoriste ou on aurait mis Kevin Parent parce qu'il est connu. Ouais. Il faut que ça marche à la première saison, tout de suite. On n'investit pas sur le long terme, on ne regarde pas nécessairement les attitudes plus que qu'est-ce qui va tirer le plus de codes d'écoute pour vendre le plus de pubs tout de suite. Ça, c'est le réflexe. Mais tu sais, à la TV, un qui le fait super bien, je trouve, parce que le podcast a influencé beaucoup le contenu de TV, là, parce que les autres, ils capotent puis ils voient bien que le monde, genre, ils comprennent pas pourquoi le monde écoute des podcasts au lieu d'écouter la radio puis au lieu d'écouter genre des affaires. La Tour à TVA, Patrick Huard, je trouve que c'est le show qui fait ça le mieux, selon moi. Là. Okay, je connais pas c'est vraiment intéressant, la façon dont la discussion libre, le décor dans une cuisine autour d'un comptoir, puis ils jasent, puis je trouve qu'ils le font super bien. Puis que Patrick Huard, justement, il a toutes les qualités pour être capable de connecter avec n'importe qui et d'avoir des talks intéressants par rapport à des trucs. Puis ils vont chercher ce qu'on aime des podcasts, l'espèce de naturel que les gens n'ont pas en TV parce que tu as un spot, tu as 5 minutes de bloc, puis on s'en va une pub. Fait que tu prends pas le temps de jaser, tu fais juste, tu es en performance. Là. Ça, c'est de quoi que j'ai toujours eu de la difficulté à faire, moi, de toute ma carrière, là, tous ces moves-là de genre de pour être dans le showbiz, puis être vedette, puis être un bon invité de talk show, tout ça, j'ai toujours trouvé que c'était weird, puis j'étais pas confortable là-dedans, puis je voyais comment il faudrait que je fasse ça, puis ça, puis j'étais comme, je suis pas bien là-dedans, fait que je vais pas faire ça. Fait qu'il y a toujours un conflit de... puis j'ai fini par me dire, moi, j'ai pas envie d'être une vedette. Ça m'intéresse pas, mais ça m'a pris des années pour le comprendre, là. Je veux juste faire ce que je fais, puis qu'il y ait du monde qui colle à ça, mais être une vedette, je veux dire, faire des photoshoots, tout ce qui vient avec les photoshoots, j'ai tout fait ces affaires-là. Là. Sauf que j'ai jamais eu de plaisir à faire ça. J'ai toujours trouvé que c'était narcissique, puis genre, regardez-moi, puis asti que je suis hot, puis il faut que je joue ce game-là de genre, ah ouais, non, moi je suis pas de la merde, puis je fais comme, non, je pense pas ça, tu sais, je veux dire, quand j'ai fait le photoshoot du prochain stand-up, là, ouais.
avant moi puis après moi, là, à cause de la pandémie puis tout, on attendait puis on savait c'était qui était en train de se faire prendre en photo. Puis avant moi, c'était genre 20 à 30 minutes par personne. Puis là, j'étais tout tabarnache. Ils feront prendre combien de photos, esti? Moi, ça a Là, pris 10 minutes. moi, j'arrive là, maquillé. Il dit là, tu sais, là, il met la caméra puis il dit fais ce que tu veux pendant 1 minute puis on va voir si t'as de quoi de bon. Fait que là, il dit bon, y a-tu quoi que t'aimes là-dedans? Celle-là, celle-là, celle-là. Là, il me regarde, c'est tout. Ouais. Tu veux pas. Mais pourquoi? Ils sont corrects? Ouais, ils sont corrects, c'est juste. OK. Tout le monde prenait tout le temps, là, ils s'asseyaient tout. Tu sais, la manière que tu as l'air de trouver ça. Moi, c'est pas la première du monde. Mais tu sais, moi, c'est avec mon casting, j'ai une face de merde. Fait que c'est la face que je voulais avoir, là. Non, c'est ça, mais ça va avec l'image que tu veux bâtir, tu sais. Mais... Moi, les photoshoots en général, c'est ça, là. Genre, si tout le monde a une demi-heure, moi, ça me prend 10 minutes, puis c'est fait, là. 10 minutes, je fais tac, 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 tac. Là, je regarde, je fais ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Ah, cette pause-là, ben, je vais t'en refaire de même. Puis là, je refais, puis c'est réglé. Puis j'aime pas le. Tu sais, il y a du monde qui ont plus de photoshoots que de projets, là. Puis je suis comme tabarnak. Je comprends même pas. Je fais on a pris des photos. Je fais pourquoi? Ben, parce que on a pris des photos. Puis là, je fais ouais, mais c'est-tu pour une émission? C'est pour vendre de quoi? Non, non, c'est juste, c'est le fun. On a fait un photoshoot. Puis là, je fais hein? Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Je fais comme c'est supposé être de la promotion, mais là, ce que tu promouvois, c'est ton image. Puis c'est ça que tu builds. Puis ça marche. Ils ont raison de faire ça, là. Ouais, mais ça dépend tout pourquoi tu joins ce milieu-là puis tu veux faire ça. Il y a du monde qui font ça parce qu'ils veulent être devant les Kodak puis que c'est ça qui les fait triper. Puis je vous lève mon chapeau parce que moi, c'est pas ça pantoute. Tu me demandes c'est quoi mon plus gros fun en humour, là. Moi, aussitôt que j'écris une joke que je me suis fait valider, puis 95% du temps, ça se passe même pas sur un stage, qui est bonne, c'est là mon bonheur. Moi, quand je suis dans un Tim Hortons, que j'écris ma joke, puis que je me dis, ah, c'est qu'elle va marcher celle-là, puis que je suis sûr, puis que là, mettons, je vais la texter à un de mes amis, Maurice ou whatever, je vais dire, c'est que t'en passes, puis il dit, ah man, c'est un killer. Mon bonheur est là. Ouais, je suis à la même place que toi. Mon bonheur est là. Fait que, après ça, tu sais, c'est le fun de faire des spectacles. Je veux dire, j'aime 100 fois plus faire des spectacles que de buffer du fibre de verre dans une shop de fibre de verre, parce que oui, j'ai déjà fait ça aussi. Mais après ça, tu sais, être devant un Kodak, signer des autographes, tu le fais une fois, c'est cool, tu peux t'en vanter, mais encore là, même là, tu sais, à Polyvalente, j'étais le gars qui était jamais capable d'avoir de blonde, puis pour des raisons évidentes, puis j'ai jamais eu une si grosse confiance en moi non plus. Puis j'ai jamais trompé ma blonde, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu, tu sais, bon, un de mes premiers shows d'humour qui m'a marqué, c'était au bateau de nuit, j'étais encore open micer dans ce temps-là, puis il y a 2 filles qui m'ont fait un trip à 3 parce qu'elles avaient trippé sur mes jokes avec mon allure. Fait que t'imagines-tu que si j'aurais fait ça pour le glam puis tout ça, là, le petit cul qui a jamais été capable d'avoir aucune attention féminine à la Polyvalente, il aurait-tu sauté là-dessus? T'aurais sauté une coche, ouais. Ouais, j'aurais viré complètement fou, mais c'est pas pour ça que je fais de l'humour. Ouais. C'est pas ça que je recherche. Tu sais, comme tu dis, c'est l'expérience probablement qui m'a amené ça, parce que si j'avais 18-19 ans, je sais pas, j'aurais probablement pas réagi de même. Mais le fait que j'ai vraiment recommencé à faire de l'humour à 33 ans, mettons, ça a fait que j'ai eu toutes mes expériences de vie, j'ai acquis une maturité, puis là, je suis comme, non, au moins, présentement, je veux vivre l'humour, c'est ça mon objectif à court et à moyen terme. Puis le glam, puis tout, ça arrive, ben j'apprendrai à dealer avec ça quand ça arrivera. Là. Ouais. Genre, je vais pas le savourer, je vais apprendre à dealer avec ça. Ouais, ben moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que ça vient avec la job. Il y en a que c'est ça leur objectif. C'est le glam. Puis moi, c'était comme, ben ça fait partie de la job. C'est comme je suis obligé de faire ça pour continuer de nourrir ce qui me fait juste triper, qui est écrire des jokes, trouver des nouvelles jokes comme toi que j'aime, puis aller les faire pour un public, puis que le monde ait du fun ce soir-là dans cette pièce-là. T'sais. C'est juste ça qui compte. C'est cette roue-là de rentrer dans une pièce avec des inconnus, leur faire passer un bon moment, m'en aller, puis tout le reste autour, ça fait partie du travail. Fait que tu te dis, OK, c'est beau, je peux pas nier ça, je suis obligé d'avoir une espèce de dose d'autopromotion, puis j'ai bien de la misère à trouver la façon de le faire que je suis confortable, qui fait que je me sens pas comme un gars qui pense qu'il est écœurant, là, tu sais. Je veux pas le lancer une pointe, là, mais tu sais, le monde qui sont super bons sur les médias sociaux puis tout, là, je pense que c'est ça qu'ils recherchent aussi. Tu sais, si ton but, c'est d'être la star des médias sociaux, tu risques de réussir 10 fois plus que moi qui pense que les médias sociaux
Hop, on t'a perdu. On va perdu. On t'a perdu à si tu veux réussir sur les médias sociaux, tu risques Ok, de ouais. marcher 10 fois plus que moi. Ok, ouais, ben tu sais, genre, tu sais, t'as du monde, autant des humoristes que même des musiciens, puis whatever, des influenceurs et ceuses, qui, eux autres, le but, c'est de pogner ces médias sociaux. C'est ça le but, d'avoir le crowd, puis tout. Moi, c'est sûr qu'ils ont 10 000 fois plus de chances de pogner que moi, que les médias sociaux, c'est un mal pour arriver à un bien. Ouais. Mais c'est ce qu'ils doivent faire pour se rendre là. Moi, c'est ça Mhm. l'affaire, c'est que souvent, je regarde ça puis je ferais jamais le trois quarts des posts qu'ils font parce que, genre, je fais comme, mais non, je trouve ça terrible, tu sais, des posts racoleurs, mettons, sur une cause pour attirer la sympathie, des affaires de même, tu sais. Il y a plein d'affaires que je fais comme, mon Dieu, que je ferais pas ça, je trouve pas ça intéressant, puis Pas juste ça, je vois des images passer, mettons. Là, tu vois un gars avec un édenté, un gars édenté qui a de l'air qu'un train il a passé sa face, puis là, c'est tout. Je cherche une fille qui commence par la lettre J, j'aimerais bien ça la gâter, tag ton ami. Puis là, ça, c'est du clickbait en innocent. Tout le monde va ouais, taguer quelqu'un, son ami qui commence vers la lettre J. Ça va se ramasser avec 10 000 likes, 10 000 partages. Puis là, tu te rends compte, oh, Christ, c'est un influenceur qui a posté cette photo-là. ouais. Tu sais, rendu là, c'est-tu ton talent qui te fait pogner ou ta connaissance des médias sociaux? Puis tu sais, Mais ton talent, c'est ta connaissance des médias sociaux. oui, ben c'est ça. Puis ça, je respecte ça, c'est complètement un autre game, tu sais. Ben, c'est ça. Mais Puis, moi, c'est une gang. Je suis pas en train de dire que je ouais. me déplace là qui font ça. Juste, j'ai pas cette intelligence de médias sociaux-là, moi, pour faire ça. Mais moi, je pense que notre job, c'est de caler la bullshit. Notre job, c'est de voir les affaires puis de caler la bullshit dans un sujet ou dans quelque chose puis de faire des jokes là-dessus. On est supposé être des whistleblowers. Fait que quand je vois ces cheap tricks-là partout, c'est hypocrite en esti de ma part d'embarquer dans le game puis de me dire « Ah, je vais faire une toune sur la COVID phonée parce que c'est le sujet de l'heure. » Je trouve que c'est comme cheap, mais c'est cheap pour moi. Ceux qui le font, puis là, je check, puis il y a du 100 000 views, puis là, je fais, ben, il a raison de faire ça. Moi, je l'assumerais pas. J'assumerais jamais ça. Je serais pas capable, genre. Puis, je veux dire, le monde que ça attire, je fais, c'est vraiment le monde qui aimerait ce que je suis pour vrai quand tu viens me voir en show? Non. Fait que c'est-tu vraiment ça que j'ai besoin de faire, tu sais? J'ai fait un exercice dernièrement avec mon gérant aussi qu'il fallait que j'essaie de deviner genre le monde qui peut aimer mon style d'humour, c'est quel type de personne. Ouais. Tu sais, les fans d'humour trash, on va parler de la fameuse radio de Québec, mais pas de ceux-là que vous aimez moins, parce que peu importe. T'as un gars à Québec qui s'appelle Denis Gravel. Il est pas tant dans la politique, lui, il veut plus un show où c'est qu'on jase de tout puis de rien là, à la radio, puis je l'aime vraiment beaucoup, son show de radio. Puis tu sais, lui, il parlait que moi, je n'irais pas voir un show. Le seul humoriste que je suis capable d'aller voir, c'est Mike Ward, parce que c'est ce genre d'humour-là que j'aime, puis vous me verrez pas aller voir un autre humoriste que lui. Puis tu sais, moi, je me disais, ce gars-là, il est en plein mon public cible. Mais pour aller le chercher, il va falloir que j'y prouve que j'existe. Aussitôt que j'ai prouvé que j'existe, il va arrêter de croire que j'existe, il va refuser. Puis là, il va falloir que je prouve une autre fois. Puis là, il va faire l'effort d'aller acheter un billet pour venir me voir. Ouais. Moi, mon fan, c'est ça. Puis non seulement ça, mais tu sais, j'ai mon groupe Faf et ses Tinami puis tout. Ah, c'est que mon public est rough avec moi. Tu sais, tu parlais tantôt, tu changeais, puis ça, c'est le désavantage de faire du liner, puis je te dirais le style que j'ai, puis tout. Tu disais que tu pouvais changer un 6.5 en 8.5 sur 10 de la manière que tu aimais, puis tout. Ben, moi, c'est ça le problème. Moi, si je fais une joke qui est un 6.5, on dirait que mon public va l'avoir comme un 4 tabarnache. Ouais. Fait que moi, je suis pogné là-dedans que non seulement il faut que je fasse des jokes, mais si je fais des jokes, des liners, mais si je fais des liners, on dirait qu'il faut que ça soit des hosties de crise de bons liners, sinon je me fais dire que mes jokes sont plates. Puis en plus, j'ai une ligne à pas dépasser pour. Mais toi, c'est parce que ton humour, c'est des statuts Facebook, essentiellement. Les statuts Facebook, c'est des liners. Fait qu'ils comparent avec les deux. T'sais. Moi, je peux faire un liner qui est juste correct, puis c'est pas grave, parce que quand tu viens me voir, c'est un ensemble. Mais toi, c'est formaté de la même façon. Fait qu'ils comparent avec ce qu'ils se connaissent de toi. T'sais. Oui, puis j'ai déjà fait l'exemple. Je prends un liner, je le poste sur tous mes médias sociaux, ça pogne pas pantoute, puis j'ai des commentaires négatifs, je le supprime. Je le donne à un de mes amis humoristes, ça explose. Il change à rien, là. Il change à rien. Mais juste à cause du casting, de comment que le monde, les fans, puis tout, c'est fascinant.
Ah ouais. J'aimerais ça avoir une connaissance de ça pour être capable justement d'améliorer les médias sociaux et tout, parce que aujourd'hui, la game est pas mal là-dessus. Je parlais avec Marc Bollard, tu disais dans les années 90, il fallait que tu fasses un gala. Dans les années 2000, il fallait que tu aies une émission à Musique Plus. Puis aujourd'hui, faut que tu sais bon, c'est sur Internet. Mais c'est quoi, ça va être bon, c'est Internet, là? C'est pas si facile que ça d'aller chercher ton public, puis c'est pas juste du talent brut, là. Non, tu checkes les chiffres, tu checkes les stats, tu calcules, c'est quoi les sujets hot en ce moment. Ça, c'est un réflexe que j'ai pas, moi. Si tout le monde tripe sur quelque chose, la dernière affaire que je veux faire, c'est l'écouter. J'ai toujours été de même. C'est mon problème. Fait que. Attends un peu. Si tout le monde tripe sur quelque chose, ton réflexe, c'est pas de l'écouter, là. Dis-toi que c'est ça ton public cible. À cette heure, comment tu fais pour aller chercher ce monde-là? Ouais. J'ai pas réponse. Si quelqu'un là, s'il vous plaît, envoyez-moi là. Je suis prêt à payer cher pour ça. Je peux vous envoyer tous mes certificats cadeaux que j'ai du Kentucky. Et Dieu sait que t'en as beaucoup. J'en ai beaucoup pour ceux qui ne voient pas le visuel. Ouais. Mais c'est tellement sacrant, là. C'est ça qui est tough d'être un artiste. Puis, les artistes qui réussissent quand même, puis on va se le dire, il y en a qui l'ont eu beaucoup plus facile que d'autres. Il y en a qui ont été backés par certaines personnes. Puis là, tu as tout le temps l'argument, tu dis, ouais, mais Tom Hanks, il y a 3 frères qui étaient acteurs. Sylvester Stallone, il y avait 2 frères qui étaient acteurs. Ça aide tout le temps que ça avoir des contacts. Non, je suis d'accord avec cette partie-là, mais il y a du monde qui ont enterré, il y a du monde qui... Tu sais, quand tu commences à vouloir faire de l'humour à 12 ans, puis que sans trop le savoir, tu deviens la vedette de tes médias sociaux de ton école, puis ça continue, tu pars avec un hostie de following. C'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir une carrière qu'un gars que ça fait 10-15 ans qui se fait aider dans les bars, là. Oh ouais, absolument, c'est normal. Le web a comme take over tout ça, puis tant mieux, mais le web, c'est un stage, il faut le voir comme ça, tu sais. Ouais. C'est juste que les règles ne sont pas les mêmes. C'est ça que je trouve difficile à gérer, moi. Ben, pas les mêmes règlements. C'est quoi les règles? On sait même pas c'est quoi les règles, premièrement. Ouais. Faut que tu fasses tes affaires, puis c'est bien compliqué. C'est une bébête que j'ai de la misère à gérer. Moi, j'ai commencé au moment où le web n'était pas si important que ça, puis s'adapter à ça. Le podcast, c'est la meilleure façon pour moi d'être présent. Mais tout le reste autour, je suis comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai le goût de faire, je sais pas. J'ai bien de la misère à trouver des trucs qui m'intéressent sur le web, qui sont faciles à ingérer pour le monde, puis qui sont intéressants. T'sais. Je sais pas si tu te rappelles, Alex Roof, dans le temps, il faisait des vidéos, ça s'appelait À l'extrême. Ouais, ben oui, je me rappelle avec Alex Smith. Ouais, Alex Smith. Tu sais, c'était un hostie de gros montage, puis ça avait l'air d'être compliqué de faire un épisode. Il fallait qu'il en chase des pranks pour faire des épisodes. Alex Roof, quand il est tombé en solo, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? C'était un vidéo, un prank. Ben, tu sais, c'était souvent le même prank, mais tu sais, je veux dire, c'était un vidéo, on va dire une session de tournage. C'était un vidéo qui était beaucoup plus facile à faire. Puis tu sais, on s'entend, côté technique, c'était beaucoup plus intéressant à l'extrême dans le sens que c'était formaté, c'était des épisodes, puis tout. Mais qu'est-ce qui a pogné 100 fois plus que l'autre? C'est juste de mettre un prank là parce que ça marchait avec l'attention span des jeunes, ça marchait avec qu'est-ce que le web avait besoin. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est pas tout. Parce que c'est ça, le web, ça veut pas dire que c'est la qualité qui va pogner ou non plus. Là. Fait que c'est ça qui est. Ouais. Oh ouais, c'est ça. Faut que tu vois où est-ce que tu traces ta ligne, puis qu'est-ce que tu as le goût de faire versus qu'est-ce que tu sais qui va fonctionner. Tu sais. Puis là, la démarche, c'est ça qu'on fait. On cherche ça tout le long en faisant des compromis, puis en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour faire grossir mon affaire. J'ai la chance de faire de la TV, fait que je suis exposé au public de cette façon-là. Mais le web est super important. C'est là que moi, j'ai trouvé la majorité de mon crowd. Là, il y a plein de monde qui écoute le podcast qui ne m'ont jamais vu en show. Ils ne savent même pas ce que je fais en show. Puis je suis comme, ben, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a une porte d'entrée de plus vers ce que je fais. Qui n'est pas juste la scène. Tu ne m'as pas découvert juste par le stand-up, tu m'as découvert par d'autres affaires, puis là, tu t'es intéressé finalement à mon stand-up. Mais tant mieux. T'sais. Moi, le but, c'est que tu te rendes au stand-up parce que c'est ça que je trippe et que je veux faire dans la vie. Fait peu importe par où tu passes. Ouais, puis c'est comme, moi, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que le monde me connaisse un peu. Puis je pensais que c'était mes 2 sous-écoutes plus le prochain stand-up. Puis le prochain stand-up, j'ai juste fait une ronde, mais Christophe, mes fans sur Facebook, ça a fait x2. Là. Je suis passé de 3000 à 7500. Là. Okay. Ailleurs que Facebook, parlant de web, pense que c'est des faux fans que je me suis payé, puis ils m'ont tous coupé mes algorithmes à cause de ça. J'ai même reçu le message de Facebook. On sait que hey, ta gueule, si j'ai pas payé. À moins que quelqu'un m'en ait payé pour moi, je m'en suis pas rendu compte. Là. Mais bref. Encore là, c'est du vrai monde. Mais ça, la question n'est pas là. Avec Internet puis tout,
Hey, attends un peu, là, je me suis perdu dans mes idées bien raides. De où est-ce que ton monde vient, puis... Ah oui, d'où c'est que mon monde vient, ouais, c'est ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que la majorité du monde qui me suit dans mes projets web, moi, c'est du monde qui m'ont déjà vu en spectacle. Ah, c'est ça, t'es accroché là. Ah, parce que vu que je suis un peu différent des autres, je pense que je suis capable beaucoup d'aller me chercher un fanbase en faisant des shows. Puis, tu sais, moi, j'étais un warrior à ce niveau-là. J'ai fait des shows partout au Québec, puis en me collant de la paye. Fait que c'est peut-être à cause de moi que les shows sont moins payants à cette heure. Ah, c'est tenu au milieu, mon tabarnak. Mais finalement, j'ai été surpris de me rendre compte quand je prends le temps de parler au monde qui me suit sur les médias sociaux. Tu viens d'où? Puis c'est beaucoup du monde. Je t'y vais en spectacle. C'est comme j'ai fait, j'ai oublié son nom aussi. J'ai fait un podcast avec un combattant de MMA. Lui, il était fan de moi. Imagine-toi donc qu'il était tombé par hasard sous moi au bordel dans un spectacle d'open mic. Nice. Puis à cause de ça, si t'es mis à me suivre sur les médias sociaux, c'est. Ça, c'est la méthode années 80 comme à pogner. Tu sais, les bands, pourquoi ils faisaient des tournées mondiales? C'était même pas. Dans le temps, les bands ne se faisaient même pas d'argent avec les shows. Ouais. Ils se faisaient de l'argent avec les ventes d'albums. Fait qu'eux autres faisaient des shows partout à perte pour vendre des albums. Grâce à Kiss puis le tournée Réunion, les billets passés de 15$ à 75$, là. Ça, c'est une autre histoire, là. Ouais. Mais parce que ça vient vraiment de la tournée des Réunions de Kiss, là, que les prix des billets coûtent cher à cette heure. Ah, Hey, Metallica, Guns N' Roses, c'était le show le plus coûteux de l'histoire quand il était venu au Stade Olympique en 92. Comment que les billets coûtaient? Non? 18$ plus les frais. Wow! C'est que ça a changé, man. Moi, je vais voir mes bands préférés, ça me coûte 50$. Là. Ben ouais. Parce qu'ils se font leur argent avec ça à cette heure. Ouais. C'est fou, pareil. L'industrie de la musique a shifté. Là. On chiale sur l'industrie de l'humour, mais tu sais, au Québec, on est chanceux. Là, les humoristes sont capables de se faire encore bien de l'argent en spectacle. Mais l'industrie de la musique, là, tu n'as interviewé une couple de bandes, c'est quelque chose, là, se faire de l'argent avec ça. Là. Ouais. Oh my God. Ah non, ça, c'est un autre game complètement. Là. Puis... Je fais mon premier sous-écoute. Le lendemain, je me fais traiter de petit gros par un enfant à l'école. Mais tu sais, eux autres, ils font une tournée mondiale, tu sais, qui jouent au Wacken, puis à d'autres places de même, puis ils arrivent. Puis 2 jours après, il faut qu'ils placent des canettes dans une épicerie. Là, tu sais. Ils ont toute une job. Oh ouais, c'est l'enfer. C'est vraiment un milieu que tu fais par passion, puis par... T'es pas payé pour l'heure que t'es sur stage, t'es payé pour les 23 heures que ça te prend pour te rendre à la gig. Tu sais, Hellstorm, le groupe de métal pirate, ouais. Ils sont quand même connus. Là. Ça vient au Québec, ça sold out, quand même pas périssable. Il y en a juste un dans la gang qui vit de ça, de la musique. Puis pour qu'il vive de ça, il a fallu qu'il y ait 3 autres bandes. Ah, c'est ça. C'est fou raide, là. Ah ouais, c'est par passion. J'ai fait de l'humour avant la pandémie, Calis. Ouais. C'est malade. Jeff Otis, le gars qui faisait mes premières parties, vivait de l'humour aussi. Ouais. À force d'animer des spectacles solo, là, tu sais. Ouais, tu vis pas en malade, mais tu réussis à gagner ta vie en grattant des 125$ à gauche à droite, là. Ah ouais. Ah non, c'est un drôle, mais j'ai hâte qu'on revienne à ça, là. Ça s'en vient, là. Courage. Ah, la pandémie et toutes ces belles choses. Mais t'as eu une histoire fuckée pendant la pandémie. Vas-y donc voir. Parce qu'en pré-show, on a jasé un peu de Christian Page pis tout. Ouais. J'écoutais un épisode de Christian Page qui parlait des poltergeists. Tu connais-tu un peu les poltergeists pis tout? Non. Poltergeist, ils appellent ça les esprits cogneurs. C'est genre, tu sais, tous les meubles qui bougent sans qu'il y ait vraiment d'apparition que tu vois un dit fantôme, là. OK. Puis ceux-là qui ont vraiment, je parle, des vrais scientifiques ils sont pas arrivés avec des conclusions parce que c'est tellement spontané comme événement que tu peux pas les étudier et les reproduire. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est plus la personne au centre qui crée ces événements-là sans en être conscient, plutôt que, mettons, un fantôme qui apparaît de ma tante Germaine qui vient de déplacer tes meubles. OK. Fait que là, écoute bien ça. Je suis en train d'écouter un podcast, c'est Poltergeist, et j'ai une porte chez nous que tu forces dessus comme un innocent et elle ne ferme pas. Une porte de garde-robe, les pentures sont scrap. Okay. Tabarnache, pendant que j'écoutais ce podcast-là, la porte a claqué.
puis à fermer. Une porte de garde-robe, là. On est l'hiver, tout est fermé, les courants d'air, puis tout. Et j'ai parce que j'ai pas l'air d'un gars qui fait ça, mais j'ai un vélo exerciceur qui empêchait la porte en plus de fermer, qui a tombé sur le côté. Il faudrait que je me prenne à 2 mains pour le faire tomber, comment il a tombé. C'est drôle, ça. Mm. Faudra que t'invites Christian Page pour qu'il t'explique pourquoi. Ah. Mais tu me demandes qu'est-ce qui est arrivé. Je pense pas que ça s'aille moins avec mon esprit ou un fantôme qui a fait tomber ça. Moi, je pense juste, regarde, il y avait une dizaine de combinaisons scientifiques avec les courants d'air et tout qui est apparu pour que ça fasse ça, puis c'est arrivé. Ouais. Oh, ouais, moi aussi, je suis sceptique là-dessus, je fais attention, là. Mais des fois, t'es comme, je comprends pas ce qui est arrivé, mais je vais pas me dire que c'est un fantôme. Mais des fois, il t'es-tu arrivé des histoires fréquentes dans ta vie? Genre que t'as eu peur à cause de quoi que tu penses qu'il peut peut-être être paranormal? Peut-être, mais tu sais, je suis bien quick à faire. Non, je suis bien rapide à faire OK, c'est moi qui l'ai imaginé, ou c'est mes peurs, ou c'est des trucs de même, puis à pas remplir les gaps de ce que je sais pas avec ce que j'aimerais que ce soit, là. J'ai toujours été très prudent là-dessus. L'esprit humain est fort à te faire des affaires. J'ai récemment une confirmation. Une histoire qui est arrivée quand j'étais jeune. On avait décidé, hey, on va aller péter les fenêtres d'une maison. OK. À ma défense, c'était une maison qui allait se faire démolir dans une semaine anyway. C'est pas une joke, là. C'est une maison dans un rang à Saint-Clotilde. De Beauce, c'est que je vis. Fait que on s'en va là. On arrive devant la maison et là, mon ami commence à crier qu'est-ce qu'elle fait là, la tabarnache? Qu'est-ce qui se passe? Il check au deuxième, il y a une vieille bonne femme. Et je vois la madame habillée en blanc puis tout. Puis mon ami pogne une roche, puis la roche passe à côté de la madame, puis la madame fait un sourire, puis elle descend en bas. Puis nous autres, on s'est sauvés, on a eu peur comme ça se peut pas. Mon Dieu. J'ai redemandé à mon ami, l'as-tu vraiment vu la madame? Il dit, je suis pas sûr. Puis moi, il me criait tellement après qu'il a vu la madame que je suis convaincu que je l'ai halluciné, que mon esprit voulait voir une madame, puis c'était peut-être un reflet avec... Tu sais, c'est une vitre noire au deuxième étage. Tu sais, pense à ça, là. La lumière est fermée, puis il y a quelqu'un qui te regarde de l'autre bord de la vitre d'un deuxième étage. Je pense que tu le verrais même pas. Ouais. Ça prend une lumière en dedans, ouais. Fait en tout cas, j'aime beaucoup ça, analyser ce genre de petites affaires-là. Ben, d'écouter des vidéos YouTube où c'est que tu vois des fantômes, puis essayer de trouver l'explication qui implique pas un fucking fantôme. Là. Ouais, moi aussi, mais tu sais, moi, ça me fait chier de savoir qu'on va mourir avant d'avoir plein de réponses de même. Moi, c'est ça, je veux juste le savoir. Genre, je veux pas comme remplir les trous et faire ah non, je sais c'est quoi. Non, je veux une preuve tangible. Là. Puis là, je fais ah ouais, ok, ah fuck. Bon, ben ça, à cette heure, je sais ça. Ben, ça va être quelqu'un là, qui va faire ben là, voici la vidéo, on vous le confirme, gna gna gna. Puis je vais faire comme oh shit, ok, ben ça c'est nouveau. Alright. Mais ça viendra pas de moi là, qui va creuser ça. Là. Je fais juste comme non, non, non. T'as de l'argent. T'as bien de l'argent. Elon Musk réussit, il est capable d'avoir des touristes sur Mars. Ouais. Le ferais-tu? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Si je reviens, c'est la meilleure anecdote. Là. Si je reviens pas, je vais faire comme ah, j'ai vécu Mars, c'est hot. Mm. C'est sûr que c'est à chier. Là. Ah oui. Il dit, là, il y a plein de monde qui vont mourir en se rendant. Là. Puis je fais comme ah, ok. Ça dépend à quel âge. Mais je pense que genre à un certain âge, je vais faire comme ben moi, je suis supposé mourir dans genre 10-15 ans. Ben ouais, je vais y aller. Ça se peut, je crève là, puis c'est correct. J'ai-tu une vie que j'avais le goût de vivre? J'ai-tu fait ce que j'avais à faire? Le monde que je laisse derrière, tout est-tu correct? Êtes-vous pas manqué d'amour à rien? Tout est cool, parfait. Ben moi, j'aimerais ça faire ça. Ça vous dérange-tu? C'est poche, hein? Je sais. Ah ouais, tu vas me manquer. Je sais. Mais moi, je vais le vivre. Je vais faire comme, ouais, on va par là. Sinon, moi, j'ai décidé que je mourrais d'une overdose d'héroïne. C'est déjà décidé, là. Pourquoi une overdose d'héroïne? Parce que, de un, je suis un junkie, puis j'en prends pas, je prends rien, parce que je sais que faut pas que je prenne ça, ça va scraper ma vie. Mais à l'âge où ça va être comme, ben, je peux mourir, on s'en crisse, mais je me dis, il y a plein de monde qui deviennent addicts à ça, ça doit être fou raide, là. Fait que bon, je pense que ma dernière volonté, ça va être comme, ben, piquez-moi avec de l'héros, comme assez pour que je trippe, puis que je fasse une overdose, puis que je meure. Mais je veux tripper, je veux le vivre. Parce que, anyway, tu cherches tout le temps ton premier buzz. Fait que je me dis, ben, je vais en faire juste un. Comme ça, je vais partir là, je vais l'avoir vécu. Il était temps que je parte anyways. Puis je vais avoir été clean toute ma vie, m'avoir pris soin de mon monde, tout le monde va être heureux. Puis
why not? J'avoue. Tu sais, c'est comme, j'ai jamais pris de coke de ma vie, mais qu'est-ce que je serais curieux d'en prendre juste une fois pour voir c'est quoi le boss que ça fait. Mais la raison pour laquelle j'en parlerai jamais, c'est que le monde qui m'ont dit qu'ils l'ont pris, ils disent qu'ils ont eu un arrière-goût de gaz d'avion dans la gueule pendant une semaine. Fait que là, je me suis dit, ça vaut pas la peine. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je serais capable de me contrôler. Ouais, c'est ça, moi, je sais que non. J'avais plus de café de ma vie, c'ti. OK, mais c'est ça. Toi, tu as le tempérament pour. Moi, je sais que non. N'importe quoi que tu me donnes que j'aime, je deviens psychopathe, là. Genre, je pense juste à ça. Même pas psychopathe, c'est pas le bon terme, mais obsédé, là. J'en veux le plus possible, faut pas que j'en manque. Mon horaire tourne autour de ça. Pour protéger ton jardin. Ah, mon jardin, genre, ça brasse, là. Ça va brasser. Si t'entends plus parler de moi en humour, là, ça se peut que c'est parce que là, j'arrose toutes mes affaires. Puis... Non, je vais travailler juste pour... des légumes, esti. L'esti de Yann. Non, je suis au 3e, il est mieux de pas venir. Non, je vais dire ça à l'informateur de Buckingham. Il va sortir des infos, ça va leaker. Puis là, c'est ça. Ça va être ça ma mort. Je vais laisser une note à l'informateur de Buckingham. Puis je vais dire, c'est lui qui m'a tué. Puis là, Yann, il va faire un stream pour se défendre. Mais t'écoutes-tu, toi, on parlait de science tantôt, t'écoutes-tu Michio Kaku? Sais-tu c'est qui? C'est un scientifique qui est à peu près toutes les émissions qui parlent d'affaires fuckées de science-fiction, que ça se pourrait, il est tout le temps, si ça se pouvait, il est tout le temps là. OK. Puis, j'ai écouté un podcast de lui dernièrement, puis il disait, la raison pour laquelle qu'on voit pas des extraterrestres, probablement, c'est que lui, il pense que le prochain stade d'évolution, c'est on va juste digitaliser nos esprits, puis on n'aura plus besoin de nos corps, fait on va juste se promener de rayons en planète. Tabarnak, les gars. Tu sais, quand tu dis que tu vas être vivant pour vivre certaines affaires, mais ça me semble que ça serait capoté de vivre ça. Là. Ouais. Ben, tu sais, Isaac Asimov, dans la Fondation, éventuellement, ça finit que, en gros, le but de la vie, c'est de continuer. Puis ça finit que les humains, justement, sont des huets, puis c'est les robots qui sont comme un peu plus... C'est plus ça qui est important parce que tu transfères ta conscience dans des machines qui peuvent construire d'autres machines, puis la vie continue. C'est juste que la forme que la vie prend est différente. Ouais. C'est plus les machines organiques qu'on est, parce que quand tu lui penses, on est des robots qui chient. Là. On est juste des mauvais robots. Là. On n'est juste pas efficaces. T'sais. Les autres sont plus efficaces, sont mieux. Leur design est meilleur, puis ils évoluent plus vite que nous autres. Fait éventuellement, on transfère tout ça là-dedans. Ça va continuer. Puis la vie va continuer. Nous, on va disparaître, mais c'est correct. Le but de la vie, c'est pas que les humains restent, c'est qu'elle continue. T'sais. Elle va juste prendre une autre forme. Ça, c'est une théorie à laquelle j'adhère bien plus que... C'est ça que j'aime de toi, PB, parce que t'as jasé, on passe de parler de jardin à nos corps vont bientôt être obsolètes. Ouais, mais nos corps sont déjà obsolètes, je trouve. Là. En tout cas, le mien, oui. Ben, même le mien, tu sais, je veux dire, on n'est pas... C'est pas tête, un corps, là. C'est compliqué, c'est merveilleux. D'un point de vue de design, c'est écœurant, mais c'est pas efficace. Faut que tu le nourrisses 3 fois par jour. Faut que tu... Pas juste tu le branches une fois. Il y a le tiers de ta journée qui est passé à dormir. Après ça, il y a beaucoup de ta journée qui est passé à juste comme manger. Ouais. Faut que tu fasses des exercices physiques. Après ça, le temps qui te reste pour évoluer, puis avancer, puis faire avancer la race... c'est pas beaucoup, là. C'est pas efficace comme setup, là. C'est comme si tu avais une machine que tu es comme, ouais, ben, ta tondeuse, mettons, ton frigidaire, mettons ton frigidaire, il marche efficacement 8 heures par jour, puis le reste du temps, il faut qu'il soit branché, puis il sert à rien. Puis le reste du temps, il faut que, genre, tu mettes du fréon dedans, tout le temps, genre, 3 fois par jour, là, puis, fait que c'est comme, ben voyons, c'est pas efficace encore, là, t'sais. Je trouve, là, mais c'est ça. Mais moi, en tout cas, c'est ma relation avec ça. Là, moi, je mangerais pas. Puis je pense que je vais écrire un number là-dessus. Là, moi, je fais ne pas manger. Là. Puis je sais comment tu vas le commencer. Là, tu vas pointer quelqu'un dans la foule. Là, puis là, tu vas dire, sais-tu jusqu'à quel point t'es inutile? Ouais, exactement. Ah, c'est une bonne idée. T'as-tu idée à quel point t'es pas efficace? Genre, regarde-les juste de même. Là. T'es pas efficace. Puis tu stresses parce que tu l'es pas assez. Mais tu les zéro. Ton maximum est à chier. Genre, mais je pense que je vais le mettre sous moi parce que j'ai pas l'habitude de pointer le monde. C'était une joke que je faisais. Ouais. Non, mais il y a des humoristes qui le feraient. Moi, je suis plus le genre à le mettre sur moi parce que j'ai pas envie de
j'ai pas envie que tu écoutes le show de te faire chicaner. J'ai envie de faire comme, hey, je suis de la merde. Puis si tu t'identifies à ça, cool, mais tu sais, je vais pas te dire que toi, t'es de la merde. Je le pense pas. Genre, tu sais, je fais pas ce job-là pour être au-dessus de toi. Je fais ce job-là pour être avec toi et être accepté dans ton groupe, tu sais. Fait que je suis pas... c'est ça. Hey, mais ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, des fois, on va revenir à ce sujet de conversation-là. Là. Tu sais, c'est comme quand tu vas. Je vais revenir à Bono, exemple. Tu sais, pendant un bout, il faisait des discours. Tu sais, je vais-tu voir de la musique pour être entertainé ou me faire dire jusqu'à quel point que je suis une merde? Tu sais, des fois, il y a ça aussi. Là. Oh ouais. Mais ça, c'est de l'ego, je pense que c'est quand ça dérape, là, pis t'es comme... T'as tout ce que tu voulais, t'as l'argent, t'as le pouvoir, pis à un moment donné, tu veux le contrôle, je pense. Tu veux avoir le contrôle sur les autres. Là, tu sais, c'est quelque chose que je trouve qui est malsain. Là. Je pense que c'est pour ça là, qu'il y a plein de monde là, de connus là, qui virent sur le top, puis de gens riches et célèbres qui ont plein de scandales de genre de trafic sexuel puis de patentes de même. Je pense qu'à un moment donné, le cash, c'est plus assez. Puis là, tu veux du pouvoir, puis là, tu as du pouvoir dans tout. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir du pouvoir, ces humains autour de toi. Puis c'est là que tu dérapes. Puis c'est là que... Parce que c'est comme un puits sans fond de à quel point je peux être puissant, tu sais. Puis les barrières qui te restent, c'est plus l'argent, c'est plus le pouvoir du monde matériel, c'est le pouvoir sur les humains autour. Je pense que c'est ça le chemin qui fait que ce monde-là vire complètement immoral. Puis... Parce que tu es déconnecté du monde, tu sais, rendu là, là. Je connais un gars qui est un homme d'affaires, que lui, dans le fond, il a. C'est tellement une leçon, ça, par rapport à, mettons, une carrière d'humour ou whatever, une carrière en art. Lui, c'est un homme d'affaires. Il s'est fait assez d'argent à un point dans sa vie pour plus avoir à travailler du reste de ses jours, de vivre très aisément. Mais lui, la seule affaire qu'il se faisait, c'était de se comparer avec le monde qui était plus haut que lui, qui avait plus de cash que lui. Puis il s'est dit, je vais avoir plus d'argent qu'eux autres, mes tabarnak, je vais vous le montrer. Ouais. Il a réinvesti son argent, ça a foiré, il a redescendu, puis là, il est en train. Puis là c'est genre, là, présentement, il est à son plus bas qu'il n'a jamais été, puis il est en train de remonter, là, mais il y a tellement une leçon derrière ça, et toi, à un moment donné, il faut que tu te demandes, pourquoi tu fais ça? Parce que, tu sais, un humoriste, pour la plupart, s'ils deviennent connus, ils vont continuer à faire des spectacles parce que c'est leur art, ils aiment ça, puis c'est ça qu'ils aiment ça faire dans leur vie, puis l'argent, c'est secondaire. Mais tu sais, si tu fais l'art, pas parce que t'aimes l'art que tu fais, c'est juste un moyen pour toi de devenir encore plus connu, de devenir plus powerful. Puis là, c'est là que ça fait des hosties de dérapes, là. Ouais, absolument. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis autoproduit au lieu de faire un show avec une grosse boîte et une grosse machine. Là. Parce que c'est beaucoup moins payant de faire ça, à moins d'être sûr de vendre full d'étiquettes. Puis là, ça, c'est une game que tu contrôles pas de marketing, puis de placement, puis de patente de même. Puis j'étais comme, mon but, c'est de vivre, moi, puis de gagner ma vie en faisant ça. Fait que j'ai comme, le reste, les grosses salles, puis tout ça, j'ai fait, mais ça, c'est de l'ego, puis c'est du... C'est juste de l'ego, là. Puis j'étais comme, mais c'est pas logique, c'est pas intelligent. Je checkais mon tableau Excel, je faisais comme, mais c'est cave d'aller faire ça pour 180$ dans des salles pleines par soir plutôt que d'aller faire bien plus d'argent dans des bars que je book moi-même puis que je full. Fait que moi, j'étais comme, ben, moi, je suis plus heureux comme ça, c'est plus logique pour moi. Puis j'ai réalisé que tous les autres paramètres autour, c'était comme, c'est ça, c'était de vouloir avoir un plus gros ego, puis de grossir, puis de. Puis j'ai fait, mais c'est pas logique. Ça veut pas dire que je vais jamais embarquer là-dedans, mais si j'embarque dans ce game-là, c'est parce que ça va être intelligent de le faire. Puis pour l'instant, c'était pas intelligent. Fait que j'étais comme, non, moi, je vais faire mes affaires de mon bar, je gagne mieux ma vie que bien des chums qui ont des shows de tournée pas rentables parce que faut qu'ils vendent 50 000 billets, sinon, genre, ils font pas de profit. Là. Okay, je suis comme, moi, je peux vendre comme 10 000 billets puis super bien gagner ma vie à chaque année. Là. C'est ça qui est fou. Fait que, tu sais, c'est comme l'industrie, il y a tellement des structures lourdes qu'il faut que tu génères full de cash pour payer plein de monde avant que l'argent se rende à toi. Alors que si tu fais les affaires plus petites, tu vas en faire bien plus, puis tout est beau, là. Si t'es bien guéri en dedans, puis t'es à la bonne place, il est où le problème avec ça, tu sais? Tellement. Je comprends pas. Ce segment-là, il faudrait que tu le mettes dans un bout, puis sortir juste ce bout-là sur Facebook, puis l'envoyer à une couple de personnes que je te dirai non tantôt en ronde, là, pour que... C'est tellement ça pareil. Tu sais, qu'est-ce que tu veux...
c'est sûr que quand t'es artiste, tu veux qu'il y ait le plus de monde qui écoute ta musique, qui regarde ton art pour que ton art s'apprécie. Je peux comprendre ce bout-là, mais c'est tellement inutile de vouloir être populaire pour juste être populaire, selon moi. Là. Ben, c'est parce que t'attires le monde que ça attire, là, cette démarche-là. Puis après Puis, ça, ben, tu peux là être toi à 100%? tu sais, Pas quand sûr. ça va bien, mais quand ça va mal en tabarnak, là. Ouais, Faut pas que tu oublies ça, là. ouais. Mais il y a des plus qui viennent avec ça. Tu deviens Oui. payant pour des compagnies, tu deviens payant pour plein d'autres affaires à côté, qui fait que finalement, tu peux générer des revenus autrement que juste par la forme d'art que tu pratiques. Mais si ton but, c'est de juste faire ça, puis de gagner ta vie avec ça, j'ai l'impression que l'autoproduction, c'est la meilleure affaire si tu es moindrement bon en marketing, ce qui est ma faiblesse d'ailleurs. Je suis pourri en marketing parce que pour moi, ça rime avec se vanter. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec ce principe-là. Tout ce qui est la prétention, puis être fraîchier, puis faire hey, moi, je suis hot en esti, viens me voir, je suis bon en tabarnak. Je pense que je suis vraiment bon, mais comme, je vais pas. Je vois ta pub. PB Rivard, ce show existe. Ouais! Ça va être bon. Viens t'asseoir d'une pièce, je vais te convaincre. Mais comme, pour te convaincre avant, puis tout ça, puis bomber le chest, puis faire des entrevues avec d'autres personnes, puis essayer d'avoir plus d'attention que l'autre à côté, puis de puncher plus fort, c'est des affaires qui ne m'intéressent pas. Puis je l'ai vécu, ça, des entrevues, là, où il fallait que. Il y en a un qui bouffe toute l'attention, puis t'es comme, ben, OK, vas-y. Moi, je vais te laisser y aller. Moi, quand j'ai le spotlight, je performe, mais je ne vais jamais essayer de pousser du monde pour avoir le spotlight. Puis c'est un défaut dans ce milieu-là, mais c'est le même que je suis, puis je suis comme ça que je suis heureux. Fait que, je serais malheureux d'essayer de me battre. C'est comme quand tu fais des shows où c'est que l'animateur, on dirait qu'il faut qu'il s'aille plus drôle à chaque intervention que son invité, alors que c'est tellement pas ça la job d'un animateur. Là. Non, c'est de mettre la table, c'est super ingrat. Aussitôt que ça devient le fun, t'en profites pas, tu passes la POC. Ça, c'est des bons animateurs. Ils mettent en valeur leurs invités. Les mauvais animateurs veulent surfer sur les invités. Puis moi, j'en vois des fois, là, il y a un numéro qui fait un hit, l'animateur rentre, puis au lieu de passer à la POC, il décide d'essayer de surfer là-dessus, puis là, il down l'énergie, puis il présente le prochain, puis t'es comme, tu sais pas c'est quoi animer, c'est pas ça. Ah, ouais, j'aimerais ça te compter de quoi, là, mais... mais tu sais, quand tu fais un show, justement, je me rappelle, il y avait un break, puis l'animateur était supposé faire 10 minutes après le break parce que je faisais quand même 45 minutes, puis il a fait 45 minutes après le break, puis là, j'étais arrivé, puis la foule était putain, puis en plus, moi, je suis pas le plus énergique sur un stage, fait que j'ai eu de la misère à aller chercher, puis là... On salue Dave Godet. C'était pas lui! Pour vrai? C'était pas lui! Dave faisait ça, c'était incroyable. Puis tu sais, je le dis, là, puis je veux dire, il pourrait l'écouter, puis il serait pas fâché, là. Il faisait ça des fois, puis j'étais comme tabarnak, man, faisant moins, là. Mais il était bon dans son 45 minutes, là. C'est juste qu'à un moment donné, le public a plus d'énergie pour toi, et puis t'es comme, bon, ben, alright. Non, moi, regarde, je vais le dire, ça m'est arrivé, puis Jesse Shea était supposé de faire 10 minutes, puis il me l'a dit, je t'embarque dans 10 minutes, je fais pas plus que... Il a fait 45 minutes, puis la foule riait après. Tu sais, c'est à cause... Tu sais, tu le vois, là, t'es backstage, là, après 30 minutes, la foule rit, là, tu dis, crif, ils vont être dedans, mais après 40 minutes, la foule a juste hâte. Ben, ça fait trop longtemps, puis ils savent que quelqu'un d'autre, puis eux autres, ils pensent juste que le gardien va leur coûter 1 heure de plus, ils pensent juste à ça, puis t'es rendu dans ce pattern-là, puis t'arrives sur ça, c'est tabarnak. Puis là, tu sais, toi, en tant qu'artiste, tu te dis, pour le full, la meilleure serait juste de faire 20 minutes puis décoller, mais là, t'es payé une demi-heure, 45 minutes, fait que... Ah! Oh, ouais. Ah non, ça, c'est la pire situation. Puis les gens ne comprennent pas ça dans la salle, fait que c'est toi qui es cop, c'est toi qui a l'air du gars qui a pas livré, puis t'es comme, vous avez aucune idée à quel point... Genre, ça vous a pas aidé ce qui s'est passé, là, puis c'est moi que vous allez blâmer. Juste... Ouais, puis il y a des humoristes qui pensent que si tu te plantes un show, c'est 100% de ta faute. Non, tu sais, regarde, c'est bête, souvent qu'autrement, c'est de ta faute, mais il y a des fois qu'à un moment donné, tu peux pas rien faire aussi, là. Ouais. C'est le milieu des bars, ça. C'est juste ça, là. C'est ça, le milieu des bars. C'est plein de conditions que tu contrôles pas. Ben oui. Fait c'est pour ça que les mauvais bars, c'est ça. Des bons bars, c'est pas ça, mais des mauvais bars, c'est ça, tu sais. Tu sais, je fais un spectacle pour l'âge d'or. Je te niaise pas, c'était pour l'âge d'or. Wow. Puis ça a super bien marché. Ça a crissement bien été. Mais avant que j'embarque sur stage, il y a un gars qui est venu faire un discours de 10 minutes pour saluer les personnes qui sont mortes en dernière année. Oh, wow. Tu sais, tu t'attends, là, tu dis, hey, là, tabarnache. Tu sais, c'était vraiment une ambiance de salon funéraire.
Mais après 3 jokes, ça partait à rire. Puis, OK, j'ai eu. Ça a été un crise de bon show. Ah, mais ça, c'est bon, là. Mais ça, il a buildé une tension, puis il avait besoin de la briser. Puis t'es arrivé, justement, puis t'as pété la tension, puis ça a fait des rires, là. Hey, mais si je peux donner un conseil à tous les open micers puis le monde qui font des premières parties puis qui veulent se sortir de là d'un bar, là, respectez votre temps. Puis même, faites 85% du temps que vous êtes supposé de faire. Ouais. Vous êtes c'est un 12-15, fais un 12. Ouais. Parce que, premièrement, t'es tellement mieux que le monde se dit j'en aurais pris plus que j'en ai trop eu. Puis, tu sais, le monde dit comment ça qu'il m'a pas réinvité? J'étais bon pendant 15 minutes. Ouais, c'est parce que t'étais payé pour être bon 5 minutes, mon chum. C'est pour ça que je t'ai pas invité. Là. Ouais. Ouais, il y a toutes ces affaires-là de respecter les collègues autour, puis tout ça. C'est aussi important, ça. Puis c'est quelque chose qui se développe avec le temps, le respect des autres. Puis ça fait son chemin dans le business, là. Puis c'est ça qui fait que tu vas travailler aussi, là. Ouais. Quand les bookers vont te faire confiance, les salles te font confiance, les humoristes connus te font confiance pour ouvrir pour eux autres. C'est une question de t'es-tu fiable à tous les niveaux, t'sais. C'est vraiment ça. Mais ça, c'est une affaire qu'il va falloir que j'apprenne à faire. Tu sais, quand le show c'est ben trop éternisé, puis je parle des shows de 4-5 heures qui auraient dû durer 2 heures. J'ai déjà vécu ça, là. Arc. Puis, rendu là, regarde, je suis payé pour faire une demi-heure, là. Fuck off. M'en faire 15 minutes, là, la foule va aimer mieux ça que je fasse juste 15 minutes, là. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, toi, là, de réduire ton temps, là? Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire plus short, là, parce que j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, là. Enfin, anyway, c'est toi qui es cop. Ton dernier 10-15, le monde s'en calisse, puis sont fatigués, puis t'es comme, je vous blâme même pas, je comprends parfaitement pourquoi. Puis il y a du monde, là, tu sais, dépasser 2-3 minutes, ok, là. Puis tu sais, quand t'es supposé de faire 30 minutes, puis tu fais 35 minutes, 40 minutes, je peux comprendre. Mais j'ai déjà fait des shows que le monde était supposé de faire 7 minutes, puis qui ont fait 45 minutes, là. Tabarnak. Oh, ouais, moi aussi, mais ça, je veux dire, je leur donne de la merde, là, puis c'est comme fuck you, puis ouais, ça m'est déjà arrivé, là, de péter les plombs, parce que moi, je close, fait que c'est moi qui est cop à la fin, là. Ça, c'est tout le temps moi qui va manger la merde, là, parce que je vais être le dernier embarqué, puis le monde n'a plus de gaz, fait que t'es comme, va chier, pour vrai, là. Mais ça, c'est une affaire, les super vedettes, là, c'est qu'ils font juste le temps qu'ils sont payés pour, puis qu'est-ce que j'aime ça? Tu sais, quand tu fais des shows, on a fait un show ensemble avec Cathy Gauthier, puis Stéphane Fallu. Tout le monde respectait le temps. Ouais, mais c'est parce que c'est ça que tu apprends aussi dans le business, là, à être tight. Puis à un moment donné, ça va plus loin que ça. Tu as négocié, tu es payé pour 30. Pourquoi tu ferais 45? Je t'ai chargé, je t'ai chargé pour 30. Genre, si je fais 45, je viens de baisser ma valeur. Fait que je vais faire 30. Si tu voulais 45, j'en paye-moi pour 45. Ça, c'est une notion de la business aussi, là. Il y a beaucoup qui pensent, qui assument que tu vas déborder. Fait que ils disent, je te paye pour un 20, mais si tu veux te rendre à 40, là, c'est cool. Là. Puis là, je fais comme, ben, tu me payes pour un 20, je vais faire un 20. T'sais? Puis ils n'ont rien à dire, parce que c'est juste qu'ils misent sur le fait que tu vas en donner plus. Puis là, t'es comme, mais pourquoi je ferais ça? Tu me payes même pas en conséquence. Paye-moi pour ce temps-là, puis je vais te le faire avec plaisir. Tu sais, quand tu fermes, puis tu fais 10-15 minutes de plus parce que tu as du fun, c'est correct, là. Oh, oui, c'est ça. T'sais, mais ouais, non, c'est ça, là. Ou ça au bac avec les. J'aime mieux pas faire de. T'affectes ta propre valeur pour les prochains shows d'après, parce qu'il va dire, ouais, mais t'as pas besoin de le payer 45, il va faire 45 anyway, paye-les pour 30. Fait que toi-même, tu te nuis, parce que tu vas te faire offrir des contrats moins payants, parce qu'ils savent qu'anyway, tu vas remplir le temps. Mais ça, c'est con, mais tu t'en rends pas compte. À un moment donné, tu fais Chris, c'est ça le problème. Là. Puis ça, une autre affaire qui m'est arrivée une couple de fois. Moi, je suis pas cave, OK? Si je fais un show et je vois qu'il y a des flows, des affaires de même, des affaires, flow, je vais faire attention à mon matériel. Je suis pas cave, là. J'irai pas... j'ai un cerveau malgré tout. Mais une affaire qui me fait pogner les nerfs, tu me bookes pour un show, tu sais quel genre d'humoriste que je suis, là. Puis 5 minutes à embarquer sur stage, hey, t'as pas le droit de faire de joke trash à soir. Qu'est-ce que oui, je vais avoir le droit de faire des jokes trash à soir, mon chum. Oui, je vais faire des jokes trash. Et puis des fois, là, moi, c'est le contraire, là. J'avais déjà de quoi de clean dans ma tête, mais je me le fais dire, puis ça fait, qu'est-ce que je vais aller encore plus trash que ça. Mais qui est assez cave pour te dire ça? Je vais tellement le name dropper, là. Tu te rappelles-tu les soirées Punch and Roses? Ouais. Seth Saint-Onge puis Sam Delonchamp me book, puis ils me disent, hey, à soir, là, va falloir que tu ailles clean.
Vous le savez comment que je suis. Vous me dites Ouais. ça 5 minutes avant d'embarquer sur stage. Fuck you, je vais y aller 2 fois plus trash à cause de ça. Et devine quoi, le monde m'a aimé tellement qu'il a fallu qu'il me réinvite une dizaine de fois. Mais non, mais c'est ça. Mais là, il a beaucoup une responsabilité de savoir ce qu'il book, là. Ben, il le savait, c'est bien ça le pain, mais tu vas Ouais, pas je me sais dire bien. ça 5 minutes avant que j'embarque sur stage. Ouais. Ah non, c'est bizarre, ça, comme call, là. Mais bref. Mais ça, Hey, c'est... mais- Ouais, vas-y. Ah, j'allais dire en terminant, ces affaires que tu veux plugger, faut qu'on se laisse. Ah, regarde, Mais- cherchez Faf Maurice sur Google, ça vous tente d'entendre qu'est-ce que je fais sur Twitch. Je fais des lives à tous les soirs, puis je vais probablement avoir un genre de show matinal et tout qui s'en vient. Fait que sinon, si vous voulez absolument me voir là, à Kentucky, je vais être à quelque part. à côté des salades de choux. Ah ouais. Ben merci, Fab, c'était le fun de te jaser. Ça Mais faisait un merci bout. d'avoir invité. J'espère qu'on se revoit dans les shows bientôt. Je vais venir dans ton coin. Moi, je t'invite à mon. Si je pars une soirée de LAN à Québec, c'est sûr que t'as un spot. Ben oui, c'est sûr que Québec, moi je dis tout le temps oui. Là. J'adore ça jouer là. Mhm. Fait que, avec plaisir. Bon, ben, prends soin de toi. Yes, salut. Ciao.